Cette semaine, j'ai eu une autre belle discussion face à face à face. Cette fois-ci, c'est avec Laurent Paquin et Nive. Je change un chien pour me faire sortir. Parce que sinon, tout ce que je fais, c'est jouer en ligne au baseball, me faire sacrer des volets par des petits gars de 12 ans. Puis je suis tout seul dans mon salon. Pendant que j'essaie d'expliquer à ma blonde ce qui se passe. Puis elle fait juste comme Ah, ok, c'est bon. Je suis comme là, fin de septième, j'ai 2 retraits, 2 balles, 2 prises. Puis elle est comme Ah, ok. C'était vraiment intéressant parce que cette fois-ci, j'ai essayé de mélanger un peu les générations. Laurent, il l'a dit pendant notre discussion, que ça va faire bientôt 25 ans qu'il fait ce métier-là. Puis Nive et moi, évidemment, ça fait beaucoup moins longtemps que ça. Donc, ça a été une discussion super intéressante. On a parlé de rodage, on a parlé de comment le milieu de l'humour a évolué et a changé. On a parlé du nouveau public qu'on peut voir dans les différentes salles d'humour. Ça a été très intéressant et tout ça a commencé avec une discussion, nos impressions sur le dernier spectacle de Jerry Seinfeld. C'est sur Netflix. Ça s'intitule 23 Hours to Kill. D'habitude, je commence en demandant aux humoristes s'ils connaissaient l'artiste. Dans ce cas-ci, si vous ne le connaissiez pas, on peut arrêter ça tout de suite. Parce que, je le connaissais sans être un expert. Depuis quelque temps, puis qui a fait une coupe d'affaires. Oui, quand même. Mais en même temps, j'étais surpris parce que quand j'ai vu ça, qu'il sortait un show cette année, je l'ai vu, ça fait peut-être 2-3 semaines là, que j'ai vu qu'il sortait un show. Puis j'étais comme, Colin, ça fait combien de temps qu'il n'a pas sorti un show de stand-up, lui? Ouais. D'aller voir, puis son dernier est en 1998. Oh! 20 ans. Il a sorti un show. Il y a peut-être 3-4 ans. Où il reprenait à ses vieux. Ouais, c'est ça. Il revisitait un peu Jerry toutes les. Seinfeld. Ça se Exactement. Où il revisitait un peu. Très intéressant. Moi, c'est c'est l'aspect documentaire que je trouve plus intéressant là-dedans. Mm-hmm. Comme comédienne, moi, je trouve que tous les humoristes devraient avoir vu ce documentaire-là. Oui, qui est un documentaire de Jerry Seinfeld. Sur Jerry Seinfeld et sur un autre humoriste dont on se crisse un peu, mais qui est quand même intéressant à suivre parce que tu vois une attitude de quelqu'un qui ressemble à des gens qu'on connaît des fois, qu'on a déjà vu. C'est un petit cul un peu nobody. Qui s'appelle Orny Adams. Il pense qu'il est meilleur que tout le monde. Puis, tu sais, c'est intéressant de voir l'attitude de ce petit cul-là, aucune modestie, en n'ayant rien accompli. Puis tu as Seinfeld qui est en coulisses, qui ne parle pas à personne, qui est nerveux, puis qui se concentre sur ses affaires. Je me rappelle que dans Comédienne, tu vois un humoriste qui vient le voir et dit hey, « Je ne vais pas te déranger, te déranges-tu? Je prendrai une photo avec toi. » Puis il avait dit « Oui, mais après, OK, s'il te plaît. » Puis là, il était dans son monde. Mm-hmm. Je trouve ça, je ne sais pas pourquoi, mais il est rassurant de se dire « OK, ce gars-là, ça a été le top au monde. » Puis il y a quand même toutes ces insécurités-là. Avant le show, il faut qu'il soit dans sa bulle un peu. Il se concentre sur ses affaires. Il sort d'un show, il n'est pas content. Ça n'a pas ri comme il voulait. C'est un documentaire c'est un documentaire absolument à voir. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis dans le fond, ce documentaire-là... Il devrait être au programme de l'École de l'humour. Pour vrai, il faudrait que tout le monde voit ce documentaire-là, tous les humoristes. Je suis 100% d'accord. C'est extrêmement intéressant. Puis pendant qu'on en parle, ce documentaire-là, c'est justement le documentaire qui a filmé avant de sortir le dernier show que je parlais là, en 1998 qui s'appelait I'm Telling You for the Last Time. Ouais. Donc, c'était comme son retour sur scène parce que Seinfeld, évidemment, a fait la série Seinfeld, qui était un hit monstrueux. Ouais. Quand il décide de revenir sur scène, ça faisait des années. Puis, tu sais, Seinfeld, il faisait beaucoup de stand-up avant de faire Seinfeld, mais pendant, il n'en faisait pas beaucoup. Puis là, il a décidé de revenir. Mais il y a vraiment un moment, je suis d'accord avec toi, il y a un moment magique dans ce documentaire-là où il est en train de faire un show. Puis écoute, il est dans un petit bar, puis ça va pas bien. Là, il se plante, puis c'est pas bon. Puis il y a plein de théories super intéressantes dans ce documentaire-là, dont celle, je fais une parenthèse, donc quand il dit tout le monde, quand une vedette monte sur scène pour faire du stand-up, tu as 1 minute de grâce. Peu importe qui monte sur scène. Jack Nicholson monte sur scène. Pendant 1 minute, ça va se taper ses genoux parce que c'est Jack Nicholson. Après 1 minute, sois drôle. Parce que là ta minute de grâce. Donc, tu sais, je vous entends. C'est des choses qu'on. Excuse-moi, Nive, je te coupe. Je veux dire rapidement, c'est quelque chose qu'on vit un peu au bordel aussi. Absolument. Je trouve qu'au bordel, puis c'est pas pour plugger le bordel, là, mais
sais, il y a comme on sait que le public est bon, mais quand tu rentres sur scène puis tu es François Bellefeuille ou moi-même, tu sais, des fois, je rentre sur scène et j'entends la clap, puis je sais que pendant 1 minute, je sais que les gens sont contents de me voir moi. Mais après ça, il faut que je livre en esti. Il faut que tu sois bon. Puis c'est ça. C'est intéressant, effectivement, de voir un top comme Seinfeld dire à peu près la même chose. Mais les 2 points que vous avez soulevés, moi, personnellement, je l'ai vu avec toi, entre autres Laurent, avec Louis-José, etc. Tu sais, pour moi, quand j'ai commencé, vous étiez des intouchables, des monuments. Mais à un moment donné, tu te retrouves sur un show et tu vois que tu fais « Ok, je fais le même métier que le patron. » Alors, ça va. Tu comprends? Et ça humanise l'histoire, tu vois? Et c'est ça qui est cool. Alors, même Seinfeld, qui est, comme tu as dit, Yoda, si on veut, lui aussi, il monte sur scène, il va à la même guerre que nous, là. Exactement. Puis ça prend... on parle souvent des gros égos en humour. Moi, j'ai toujours pensé qu'en humour, c'est vrai qu'il y a des gros égos, ça prend quand même un certain égo, mais je trouve qu'en même temps, ça prend énormément d'humilité. Oui. Tu sais, mettons, t'es Louis-José Hood. Mettons, on prend cet exemple-là parce que Louis est probablement le top 1, là, tu sais, pas trop loin avec, mettons, Martin Matt puis François Bellefeuille, on va dire. Mais Louis-José Hood qui monte sur scène, il faut qu'il assume qu'il ne sera peut-être pas le meilleur numéro de la soirée. Tu sais, il y a plein de gens... Il y a un stress qui vient avec ça. Ah oui, il y a plein de vieux humoristes qui ne viennent pas au bordel parce qu'ils ne veulent pas être le moment tranquille de la soirée, mettons. Oui, ils ne peuvent pas se le permettre aussi, des fois. Ben, oui, mais qui ne peut pas se permettre ça? Qui non, peut mais pas dans le se sens permettre de se planter devant 112 personnes? Moi, je ne suis pas mieux qu'un autre, mais Chris, moi, je savais, moi, que je montais sur scène, puis que je faisais du stock qui n'était pas préparé. Puis que je passais après Simon Gouache qui rodait son stock qui était au quart de tour. Penses-tu que c'est facile? Ben, il faut avoir l'humilité de dire hey, pour vrai, moi, je suis content, les gens trippent. Il y a Ben Lefebvre qui arrache la tapisserie, Simon Gouache qui torche, puis moi, j'arrive avec du nouveau stock. J'ai un bel accueil. Je sors de là, les gens se disent ah, c'est bon le nouveau stock à Paquet. Je suis content, mais ça prend un minimum. Mais la différence majeure, c'est que il y a certains de votre génération, on va dire, qui ont été formés, pas vraiment dans les bars comme nous, mettons, comme les soirées d'humour qu'il y a aujourd'hui. Ben, mais beaucoup moins. On était dans les bars. Beaucoup moins, non, c'est ça, exact. Pas la même fréquence, etc. Vous avez l'humilité, comme tu as dit, de dire bon, ben, on re-rentre dans cette game-là d'écrire du stock, d'aller le tester. Donc, même votre body language, il est différent. J'ai vu Rachid revenir et dire OK, fuck it, man, c'est ça qui va se passer. Ouais. Il est venu toutes les semaines pendant 1 an et demi. Mais au début, c'était pas bizarre, mais c'était comme, d'habitude, ils sont 2000. Et à la fin, il est ressorti un nouvel humoriste, je pense. La grosse différence, je pense, avec le marché d'aujourd'hui puis le marché de quand j'ai commencé, c'est que quand je suis arrivé dans le métier, tu faisais des bars jusqu'à temps que tu fasses des salles et tu ne retournais plus dans les bars. Ouais. Exact. Tu faisais des salles puis ton objectif, c'était de ne pas avoir à revenir dans les bars. Mais il faut dire qu'il y avait peut-être moins de bars le fun à faire. Aussi. On parle du bordel, mais tu sais, il y a l'Abreuvoir maintenant. Oui, il y a des belles soirées d'humour. Il y a des soirées d'humour. Il y en a trop pour les compter. C'est ça. Dans des bonnes conditions. Il y a beaucoup de bonnes conditions. Il y a beaucoup de soirées où c'est tripant d'aller jouer. Alors que nous, dans mon temps, je parle comme un vieux, mais on avait 2, 3. Il y avait Québec, il y avait une bonne soirée à Montréal, il y avait, à un moment donné, Drummondville avait une Christie de bonne soirée au box-office. Tu avais Saint-Lazare. Saint-Lazare. Tu en avais une coupe de même, mais à un moment donné, c'est ça. Là, tu lançais ton show, tu faisais les grandes salles, puis c'était comme la norme. Tu ne reviens pas dans les bars. Comme si c'était une régression. Ouais. Alors que c'est faire le même métier, c'est la même Christie d'affaires, mais tu as tout à fait raison. C'était considéré comme un recul. Absolument, tu as tout à fait raison. Puis moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, on était dans la fin de cette ère-là. Exact. Moi aussi, en même temps. Je me rappelle que tout le monde avait l'impression que le train il passait une fois. Ouais. Moi, je me rappelle là, que moi, je faisais des shows dans un bar avec un tel ou une telle. Là, après ça, il était au Saint-Denis pendant 3 semaines et demie. Puis c'est là qu'il jouait sa carrière. Si ça rentre, il est parti. Si ça ne marche pas, ben dans 2 semaines, il travaille à la poste. Puis, non, mais c'est un peu ça quand même. Oui. J'exagère, évidemment. Sauf que je trouve que maintenant, puis on dirait que tu n'avais pas le droit à l'erreur. Tandis qu'aujourd'hui, l'erreur fait complètement partie du processus d'écriture. C'est pas si tough que ça pour l'ego. Il faut que tu assumes ça. Tu sais, au pire, là, mettons, quand ça m'arrive là, que je fais du stock, là,
au bordel, mettons. Puis il n'y a aucun gag que j'ai déjà fait devant du monde. Bien, je vais dire à l'animateur, peux-tu, dans ta présentation, dire Ouais. que je viens casser des nouvelles blagues que j'ai Mhm. jamais faites? Tu sais, c'est niaiseux, mais le public comprend. Puis moi, ça me donne comme une petite sécurité. Je me dis, ben, ça, Ouais. si jamais c'est vraiment pas très bon, les gens ont été avertis. Là, ils cassent des Oui. nouvelles jokes. Mais le public aussi a été éduqué dans cette veine-là. Je veux bon dire, point. moi, je me rappelle quand on graduait du bar, on va dire, mettons, du Saint-Cyboire, là, dans mon cas, quand Ouais. j'ai gradué du Saint-Cyboire et j'ai pour la première fois pris une voiture pour aller faire un 15, ben, man, il fallait que je déboîte la place, là. C'était ça la commande. Tu ne Mhm. pouvais pas venir avec, hey, j'ai un nouveau 5. Et même, Ouais. même au Saint-Cyboire, avant de pouvoir venir avec un nouveau 5, ça a pris presque 2 ans, là, tu sais, si c'est pas plus. Alors, il y a la culture aujourd'hui de laisser erreur et c'est extraordinaire. Et des gars comme toi, comme Mike, qui ont continué à le faire. Bon, François, il vient un peu de cette école aussi, Louis-José aussi, mais je veux dire, vous êtes rentrés dans les clubs, vous êtes revenus dans les soirées d'humour qui n'étaient pas à Montréal. Tu sais, moi, j'en ai animé et tout le monde est venu, là, je veux dire, bien revenu de ces affaires-là. Fait que je trouve que la culture stand-up, vous pensez que c'est un peu une évolution? On a ramené un peu le club à l'américaine ou la culture d'aller tester des blocs encore plus forts au Québec qu'avant? Moi, je pense que il y a beaucoup de choses qui ont changé, oui. Ça, entre autres. Le fait aussi qu'avant, le marché était. Il n'y avait pas tant d'humoristes. Tu sais, Ouais. à un moment donné, il y en avait 8, puis déjà, les gens disaient qu'il y a trop d'humoristes à l'époque. Mais tu sais, on était une couple à se partager la tarte. Là, à cette heure, on est tellement nombreux. Moi, ce que j'ai remarqué, puis c'est peut-être une des affaires qui m'a aidé, moi, c'est que tu parlais de, tu sais, tu peux pas aller faire du nouveau stock au Saint-Cyboire. Il y a des gens qui veulent pas faire du nouveau stock au bordel non plus parce qu'ils veulent pas se péter à gueule au bordel. Ils veulent pas prendre de risques au bordel. Euh, je trouve qu'il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Moi, je sais que quand j'ai commencé dans le métier, il y a des humoristes qui allaient dans des soirées d'humour avec du nouveau stock. Puis là, ils voyaient le show. Puis là, ils voyaient un gars qui se carrait. Puis là, ils disaient ah non. Ouais. Je vais refaire mon vieux stock. Ben, Je ne veux pas écoute, se moi, carrer moins. je plaide coupable à ça aussi. Je l'ai fait Ben, c'est très normal, souvent. c'est humain. Mais Ben, toi, je comprends. on le sait que tu écris du stock, on le sait que tu en as d'autres numéros, mais des fois, c'est arrivé. Moi, j'ai connu des humoristes que la réputation qu'il avait, c'est ah, lui, il a refait son même numéro. Ah, il a refait son numéro de telle affaire. Ah, Ouais. il était là hier, ça a-tu marché? Ben oui, il a fait le Ben même oui, il a refait son stock. Ouais. numéro. Fait que ça te fait une réputation de gars qui a 15 minutes de bon stock puis qui ne fait jamais rien d'autre. Puis ça ne donne pas l'impression que tu as peur, ça donne juste l'impression que tu n'écris pas. Ben, regarde, L'impression mon que tu n'es Dieu, pas tu un humoriste qui produit. es une machine à lien parce que ça me fait penser à une chose que justement Jerry Seinfeld a dit. Il y a eu une espèce de documentaire, mais une espèce de discussion qu'il y avait eu une couple d'années. Pas Talking Funny. Talking Funny. Chris, ça aussi, ça devrait être au programme de l'École nationale de l'humour. Voilà. Donc, c'était avec Louis C.K., Chris Rock et Ricky Gervais. Puis, à un moment donné, ils ont une discussion. Puis, moi, j'ai entendu, pour avoir écouté beaucoup de documentaires sur Jerry Seinfeld ou beaucoup d'entrevues ou quoi que ce soit, Jerry Seinfeld, lui, sa théorie, c'est que quand il y a un humoriste qui monte sur scène, il veut entendre le set. Il veut entendre ton meilleur stock. Il veut entendre ta meilleure heure, ton meilleur 15 minutes, ton meilleur 5 minutes. Puis, il y a souvent une discussion avec d'autres humoristes comme ça qui, eux, sont comme non, moi, je veux entendre le nouveau stock, sur quoi tu travailles. Puis, Jerry Seinfeld, c'est comme non, moi, je veux ta meilleure heure. Moi, fais-moi pas tes petits gags de ça, j'essaye. Tu sais, ouais. C'est drôle parce que lui a fait ça pendant des années. Puis je pensais à ça même avant d'écouter le show. Et dans le show, il y a une joke où il dit le répondeur, à un moment donné, il y a une joke qui fait le répondeur. Est-ce qu'on a encore vraiment besoin de dire attendez, après le beep, laissez votre nom. On est en 2020, tout le monde sait comment ça marche. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui laissent un message bon, salut, c'est une femme, bye bye. Cette joke-là, c'est dans la série Seinfeld. Oui, il y a du vieux stock dans le show qu'on a écouté. Ce gag-là a 30 ans. Peut-être 40. Là. Ben moi, c'est le gros reproche que je fais à ce show-là. C'est vrai qu'il parle beaucoup de technologies récentes, mais même là, ça va tellement vite, il y a tellement d'humoristes que si tu me parles de téléphone cellulaire puis que tu me fais un bit sur le fait que les gens sont poches pour prendre des photos avec ton téléphone cellulaire,
sérieusement, là, moi, j'ai déjà pensé à un bit là-dessus, puis on m'a dit, ouais, ben il y a un tel qui fait un bit là-dessus, un tel autre qui fait un bit là-dessus. Puis là, j'ai vu ce show-là, puis j'ai reconnu des bits dont j'avais déjà entendu parler quand Seinfeld raconte qu'on ne veut jamais être nulle part. Il dit, on est au travail, on a hâte d'être à la maison. Quand on est à la maison, on a hâte de sacrer notre camp en vacances. C'est comme... Ben, je ne sais pas, j'avais l'impression d'avoir déjà entendu ce bit-là quelque part, ou quelqu'un m'a déjà raconté ce bit-là. Je me suis dit, je pense que c'est du vieux stock de Seinfeld qui a repris dans ce show-là. Mais c'est super bon. La conclusion de tout ça, quand il dit il n'y a personne qui veut être nulle part. À chaque fois qu'on est quelque part, on veut être ailleurs. Fait que j'ai trouvé que c'est super intéressant, mais dans ma tête, ça a fait voyons, j'ai déjà entendu ça. Je suis sûr que c'est un vieux bit. C'est un vieux bit de Seinfeld. Est-ce que c'est un vieux bit ou c'est quelque chose qui fait tellement de sens quand tu l'entends que tu cherches? Tu sais, il y a des fois des trucs comme ça. Il me semble que quelqu'un m'avait déjà parlé de ce bit-là de Seinfeld. Ah oui, OK. En me disant et tu vois, moi, sans avoir été informé auparavant, tu sais, j'ai revu ça et, comme tu as dit, c'est du bon stock, man. J'ai ri fort, là. Mais moi, j'ai vu Seinfeld live en 2008 à la Place des Arts. Et un de ces numéros dont je me rappelle très bien, c'était le numéro qui ferme ce show-là, là, avec les toilettes, là, les portes, puis mettre sa tête comme un cheval. C'est quelqu'un qui garde des jokes très, très, très longtemps quand il considère que c'est un bon gag. Lui, il considère qu'il n'a pas à changer son stock au complet. Ouais. Moi, je suis plus du genre à me dire, ça se peut que je récupère un gag parce qu'il fit vraiment très bien, mais refaire un 5 minutes d'un autre show, je comprends pas ça, moi. Je comprends, mais en même temps, on produit le plus proche que j'ai fait, j'ai repris des bits que j'ai fait, mettons, dans un gala juste pour rire. Puis donc, je me dis, ça, c'est du stock que j'ai fait une fois dans ma vie. Je me sens très à l'aise de le rajouter dans mon nouveau one-man show, mettons. Mais de dire, je vais prendre un extrait de mon show Première Impression, puis je vais mettre ça dans mon show de déplaire, je comprends. Moi, j'avoue que je comprends pas ça. Mais je trouve que c'est très culturel, non, d'où on est. Regarde, par exemple, la façon que nous, on construit des shows un peu à l'américaine, par bloc de disques, on teste, etc. En France, il n'y a pas longtemps, j'ai loué une salle, j'ai écrit 1 heure en 1 mois, maintenant je vais la faire pendant 3 mois. Vraiment? OK. Ouais. Et alors, tu comprends, est-ce que je me dis, à un moment donné, tu dis, on dirait que c'est un gars qui a seulement 15 minutes. Gouache, tu me corrigeras si je me trompe, c'est pas Louis C.K. qui a roulé le même 15 minutes pendant 5 ou 10 ans, et à un moment donné, cette année, il a juste commencé à produire comme un malade, 1 heure par année. Mais je trouve que c'est culturel parce que Seinfeld, qui n'a pas l'habitude de faire des tournées aux 3 ans, là, par exemple, quand tu vas le voir, ben, tu veux que ça rock. Là. Alors, je comprends un peu son approche, peut-être. Mais moi, mettons, on parle de C.K. Moi, j'ai vu une couple de shows de Louis C.K., puis je me rappelle pas d'avoir vu un bit dans 2 shows différents. Non, c'est ça, exact. Ça il jette aux poubelles tout son vieux stock, puis il réécrit un nouveau show. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent de même. J'ai l'impression que Chris Rock aussi avait l'air de dire qu'il fonctionnait comme ça. Tout à fait. Mais en même temps, le danger de ça, puis c'est que, mettons, moi, comme je te dis, j'ai vu Jerry Seinfeld live à Montréal qui a fait plus que 10 ans. Le show était très bon parce que, naturellement, c'était du stock qui rodait depuis longtemps. Il n'y avait pas de nouvelles affaires. Tu le sentais. Puis comme je te dis, j'ai regardé le show, le dernier, là, celui dont on parle, puis il y avait des gags là-dedans que moi, j'ai vu il y a 12 ans. Là. C'est quelque chose. Là. Okay. Ah ouais, quand même. Hein? Wow. Moi, personnellement, en tant qu'artiste, en tant que, je te dirais, quand mon jugement artistique de ça, je trouve ça paresseux. Mais en même temps, il y a un côté de moi qui est comme, moi, j'ai vu Louis C.K. live peut-être 3 fois dans ma vie, puis il y en a au moins une là-dedans là, que moi, j'avais amené des amis, puis qui sont sortis en disant « Pourquoi tu nous as amenés ici? » Il rodait le mec. Pourri, il rodait des affaires, il y avait des gags qui n'étaient pas finis. Mais ça dépend à quelle étape tu vas le voir dans son show. Entre faire ton meilleur, parce que, tu sais, on le dit souvent, là, oui, même quand tu vends 300 000 tickets au Québec, il reste que 7 millions de personnes qui ne l'ont pas vu, ton show. Donc, tu joues pour ces gens-là ou tu vas jouer pour la personne qui t'a vu 6 fois en show, qui a vu tous tes shows, qui ne veut pas… Tu sais, il y a un équilibre. Ça peut être vu comme paresseux, mais moi, je ne pense pas que Seinfeld, c'est parce qu'il ne veut pas écrire plus. Je pense juste que sa vision des choses, c'est que c'est pas grave de reprendre des jokes. Je pense que lui, ils ne l'ont pas toutes vues. Puis ces jokes-là sont bonnes, puis les jokes sont à moi, fait que je fais ce que je veux. Nous, au Québec, si, mettons, tu sors un show, mettons, Rachid a un show qui s'appelle « Arrête ton cinéma », ben tu vas voir le nouveau show « Arrête ton cinéma ». Là, son show, c'est les fleurs du tapis. Tu vas voir les fleurs du tapis. Seinfeld, lui, sa philosophie, c'est
peu importe. Viens voir Seinfeld. Tu vas voir Rachid Badouri. Tu ne vas pas voir Arrête ton cinéma. Tu ne vas pas voir Les Fleurs du tapis. Tu vas voir Rachid Badouri. Fait qu'il faut qu'il soit à son top, peu importe ce qu'il fait. Fait que c'est une conception que moi, je ne partage pas. Moi, je pense qu'il faut être à son top, mais je considère qu'il faut écrire. Est-ce que c'est très musical comme approche, genre rock and roll, là? Je veux dire, on a tous été voir des bands au Centre Bell ou whatever, au Metropolis, et tu arrives et ils te présentent leur nouvel album, et tu es comme, ouais, ok, je suis down, mais tu as intérêt à clencher les hits à la fin, man. You know? Je suis venu pour ça. Non, mais c'est un excellent point. Puis moi, je veux dire, à un moment donné, ça arrive. Puis je continue de penser que moi, ce que j'aime le plus, c'est voir le nouveau stock. Moi, je suis dans ce clan-là de nouveau stock. Je veux voir sur quoi tu travailles en ce moment. Sauf que si je paye 125$ pour être au balcon pour aller voir Jerry Seinfeld, il doit rocker la place, t'es V1, là, mets-moi-les dans le milieu entre ton stock fort et ton stock moyen. Puis quand je parlais tantôt de Louis C.K., même moi qui étais dans la salle, je me rappelle d'un show. C'était au Théâtre Maisonneuve. Là. Il y a du monde là-dedans. Là. C'est 1200 personnes. Ouais. Il est arrivé, mon gars, c'était un open mic. Là. Moi, j'ai ri. Je suis même pas sûr que j'ai ri une fois. C'était tellement mauvais. Mais en même temps, moi, j'étais fasciné parce que je voyais, à ce moment-là, c'était le plus gros humoriste au monde. Je le voyais rusher, travailler, essayer des affaires. Moi, je capotais. Mais les gens que moi, j'avais invités de dire « Hey, il faut absolument que tu connaisses ce gars-là. » Mais c'est certains humoristes, tu sais, des gros kingpins là, qui arrivent à Montréal, je pense pas qu'ils voient ça comme je dois être à mon top. J'ai l'impression qu'eux, c'est comme on va roder en région. Si c'est pas bon, c'est pas grave. Moi, tu vois, je ne sais pas. Moi, j'ai vu 2 shows dans le dernier festival quand Louis C.K. était encore quand c'était encore correct, acceptable. Quand il était encore fréquentable. Il y avait Louis C.K. à la Maison Symphonique, puis la même année, il y avait aussi Sarah Silverman qui était à la Maison Symphonique. J'ai vu les 2 shows et Sarah Silverman, c'est une salle pleine, là. C'est une magnifique salle. Elle a son pad sur scène, sur un tabouret. Entre 2 jokes, elle prend son pad, elle met ses lunettes, elle redépose son pad, elle enlève ses lunettes, puis elle continue. Puis là, je me dis, tabarnak, t'es trop big pour roder dans des petites salles avant. Nous, on a payé un gros montant. Moi, je ne voulais pas voir du rodage. Moi, je suis sorti de là content parce que j'avais vu Sarah Silverman en show. Mais dans ma tête, c'était, elle n'avait pas de respect pour nous autres. Elle s'est dit, c'est Montréal, festival juste pour rire. Tu sais, je m'en calisse. Moi, mais ça, c'est une mentalité que j'ai jamais aimée, même ici au Québec. Louis C.K., il était tight. Sur scène, là, son show 2017, là, la même année, à la Maison Symphonique, c'était tight. C'était un esti de bon show. En même temps, d'avoir vu ça. Je comprends à 100%. Tu as raison. Sauf que le milieu humoristique américain, c'est très, très différent du Québec dans le sens qu'eux, ils travaillent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour le special, pour le taper. Fait que des fois, tu vas arriver, mettons, Louis C.K. ou Kevin Hart ou peu importe, une grosse vedette arrive à Montréal. S'il tape son show dans 2 mois, c'est sûr que ça va être canon. C'est sûr. Mais s'il est en début de tournée, c'est sûr que ça va être mollo. Moi, j'ai vu Bill Burr. Parce que c'est Montréal, c'est pas parce que c'est en région, c'est juste que c'est comme ça. Eux, ils commencent avec rien. Puis plus la date du tournage arrive, plus c'est. Donc, mais je trouve que c'est un manque de respect, moi, je trouve, pour le public. Écoute, ça a l'air de dire au monde, je me sers de vous pour être bon quand je vais capter à la télévision. Fait que vous voyez un bon show ou que vous voyez un mauvais show, je m'en crisse un peu. L'important, c'est que je sois assez bon au moment où je vais capter mon show. Tu sais, nous, on fait des rodages. Puis l'objectif, je ne veux pas parler au nom de tous les humoristes, mais j'ai le feeling que notre objectif, c'est que le jour où on commence la tournée, le show, il est prêt. Le jour où tu dis au monde, ça, c'est du rodage. Si c'est pas bon, ben tu as dit au monde, c'est du rodage. Quand les gens viennent voir le show, la tournée officielle, tu n'es plus supposé être en rodage. Mais il faut dire que c'est vrai qu'eux autres, ils fonctionnent différemment. Ils font 1 an de show pour filmer après ça. J'ai toujours eu Moi, j'ai toujours un problème avec les. Il y a un discours où on prend le public comme une commodité. Il y a certains humoristes qui parlent de ça. De toute façon, le public, moi, je viens faire mes affaires et je me casse. Et j'ai toujours eu un problème avec ça. J'ai toujours un problème. Ou même les gens qui disent, ça, c'est mon stock, je vais garder pour ce festival-là. Ça veut dire quoi? Moi, à chaque fois que je monte sur scène et que c'est capté ou quoi, je veux
Je veux péter la place et je vais être confiant que j'ai ce qu'il faut pour donner un show parce qu'on est des entertainers au final. On n'est pas des conférenciers ça veut dire, on émet nos idées dans notre stock, bien évidemment, c'est ça qu'on fait. Mais le but premier, c'est de divertir, tu vois. Je pense. Oui, puis ça revient exactement à ce que tu disais tantôt, c'est qu'aux États-Unis, souvent, les gens, les humoristes, les vedettes vont souvent plus considérer que quand tu viens dans la salle, tu viens voir moi, tu viens pas voir le show. Le show, c'est pour eux, ça passe en deuxième après venir dans une salle en ma présence. C'est pour ça, je pense qu'ils n'ont juste pas la même notion. Dit de même, ça sonne extrêmement prétentieux. Ouais. Oui, non, mais c'est ça. Moi, je suis un peu ça quand même. Je suis Louis C.K. Je suis tellement big que juste d'être dans la même salle que moi, ça devrait vous suffire. Tu sais, si c'est ça l'attitude, là, c'est vraiment de l'hostie de merde. Oui, mais je trouve que c'est tout comme ça, mais je te dirais que c'est plus. Je te dirais que c'est beaucoup plus présent là-bas qu'ici. Parce qu'ici, tu as raison que le spectacle a beaucoup plus de valeur que juste l'artiste qui est sur scène. Et je trouve qu'il y a beaucoup, ici, c'est un prérequis de respecter le craft. Et ça s'est formé, ça, dans les dernières années, je pense, dans les derniers 10 ans, 15 ans. Il y a eu votre génération, en fait, Laurent, qui sont devenus pas dire des techniciens, mais des gens qui ont apprécié pousser plus que juste faire des comiques, là, tu vois. Vous avez vraiment poussé ça, et je trouve que c'est devenu, dans la culture des humoristes, quand tu rentres, il y a un certain de yo-yo, on ne vient pas ici faire les clowns, là. Il y a un respect du craft que peut-être aux États-Unis, c'est tellement une grosse business, man. Nous, on parle à 7 millions de gens. Eux, ils se réveillent à 350 millions, plus l'Europe et l'Asie. Oublie, tu vois. C'est une autre game. Donc, c'est comme les chanteurs. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les artistes qu'on a au Québec, mais c'est même pas le même sport. Être une tournée avec Lady Gaga, je veux dire, Marinée, elle est cool, mais bon, on ne parle même pas du même truc, là. Non. Donc, peut-être c'est ça qui influe leur attitude. Tu sais, c'est des grosses divas par la force des choses, même. You know, quand tu voyages en jet pour aller à ton show. Bro, Simon, toi, tu voyages encore avec ta caisse, ton café, man, et des fois des crottes de fromage. Tu penses que Kevin Hart, il s'arrête à l'étape? Ben non, man. Mais tu sais, on parle de respect. Tu sais, un gars comme Seinfeld, moi, j'ai entendu des gens qui l'avaient vu justement à la Place des Arts, peut-être les mêmes shows que tu as vu, Simon, puis qui sont sortis de là en disant, ben, c'était correct, c'était bon. Mais c'est parce que c'était Seinfeld. On est content d'avoir vu Seinfeld. Ouais. Mais le gars, une fois qu'il a dit merci, bonsoir, il sort de scène. Puis les gens ont beau être en délire, il est peut-être déjà dans son hélicoptère, puis il est déjà en route vers chez eux. C'est weird. Je trouve ça. Je trouve que c'est un gros manque. C'est un manque de respect. Ça a l'air de dire le public, pour moi, c'est un accessoire pour faire de l'argent. Et une fois que c'est fini, je décalisse. Je ne m'attends pas à ce que Seinfeld reste après à la Place des Arts pour prendre des photos avec le monde puis serrer des mains. Bon. Mais je suis allé voir John Cleese au Saint-Denis, puis on était quelques-uns à avoir pu le rencontrer quand même. Puis je me dis, c'est quand même fucking John Cleese. C'est pas un nobody. Mais je dis pas qu'il devrait faire ça, tout le monde, là, mais je trouve que je sais pas. Je sais pas. On serait-tu de même si on avait un plus gros marché? Peut-être qu'on. Alors justement, Laurent, est-ce que tu penses, voilà, tu as fait une tournée de grande salle, right? Tu es un des propriétaires du Bordel Comedy Club en 100 places. Est-ce que tu penses maintenant que c'est la norme, si tu veux, de faire les deux? Comme tu as dit avant, tu ne retournais pas dans les bars. Aujourd'hui, c'est la norme. Moi, mon avis personnel, c'est que je commence de plus en plus à apprécier le stand-up dans le club. Et qui est 100 personnes, et que vraiment, si je reste 1 heure, j'ai vu chaque visage. Est-ce que toi, maintenant, pour avoir fait les deux pleinement, est-ce que tu penses que c'est un médium qui est à son top à 100 places, à 2000 ou dans les arénas au Centre Bell à 20 000? Les arénas ne m'intéressent pas, moi. Ouais. C'est facile à dire. Je ne suis pas sûr que je remplirais le Centre Bell, mais ce n'est pas quelque chose qui m'attire. J'ai fait un numéro. J'ai fait un numéro dans un show pour le 375e anniversaire de Montréal. Je faisais Ça a super bien marché. Pour vrai, ça a été super bien. Je faisais Denis Coderre qui faisait un discours. Puis ça a super bien rentré. Mais je me disais pas, hey, quel thrill incroyable. J'entends une vague de rire, mais ça ne m'attire pas tant que ça. Je préfère l'ambiance mettons, des grosses salles. Là, je vais préférer de loin la salle Albert Rousseau.
C'est 1200, 1300 personnes. Elle est le fun. Puis dans les plus grandes salles du Québec, là, c'est celle qui est peut-être une des plus chaleureuses, où tu entends les rires, où l'ambiance est écœurante. Mais sinon, je préfère torcher au bordel Mais devant 115 personnes. C'est sûr que c'est pas la même affaire. Moi, évidemment, j'ai pas la prétention d'avoir déjà fait le Centre Bell, mais avec Louis-José, j'ai eu la chance de faire quelques arénas, souvent qu'on allait dans la région. Tu as vu toutes les grandes salles, en fait, toi, avec oui, pas mal. Oui. Ouais, Mais, moi aussi. moi, c'est plus que Louis-José. j'ai assisté à beaucoup de shows au Centre Bell ou dans des... Puis moi personnellement, ça me sort complètement du show. Puis c'est drôle parce que, là, évidemment, ça a été annulé, là, mais Bill Burr venait venir à Montréal cet été, je pense. Puis il était au Centre Bell. Puis moi, j'avais des billets pour aller le voir, mais il y a un côté de moi qui était comme Bill Burr au Centre Bell. Oui, on dirait que c'est un gars de plus de place des arts. Ça fait beaucoup d'espace négatif. C'est un gars de métropolis, lui. C'est beaucoup d'amertume pour lui. Beaucoup d'amertume pour le Centre Bell. Ouais, c'est ça. En plus, il aurait sûrement fait le show avec un jersey de Boston, ce bâtard. C'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est très grand pour la misogynie. Mais oui, non, mais c'est parce que c'est un point intéressant que tu disais tantôt, Laurent. Puis en même temps, lui, il en parle au début quand il commence. C'est un de ses premiers gags où il dit bon, vous êtes ici, puis soyez honnête. Si vous me connaissez, vous savez qui je suis, on va mettre quelque chose au clair. Là, c'est moi qui parle. Là. Jerry Seinfeld, c'est un milliardaire. Il vaut $1 milliard. Ouais. C'est quelqu'un d'ex. Puis il dit je pourrais être partout dans le monde, mais je vais décider d'être ici. Fait que je comprends ton point que c'est une culture où peut-être le public ou la relation avec le public n'est pas aussi importante que nous. Pour nous, c'est très important, le public, puis de rencontrer le public. Mais en même temps, il y a un côté de moi qui, quand je l'ai entendu dire ça, il y a un côté de moi qui a fait c'est vrai que tu pourrais être en train de faire des courses de Ferrari en Italie en ce moment. À Maranello, tranquille. C'est ça, c'est vrai que tu pourrais mais quand tu aimes être dans un vignoble à Monaco. Quand tu aimes faire de l'humour, mettons, tu me donnes 10 millions, moi, puis j'ai ça, là, je pourrais aussi arrêter de travailler, mais j'ai pas le goût d'arrêter de travailler. C'est ça l'affaire. Fait que lui qui aime son métier, j'ai pas de misère avec ça. Mais là, je veux pas avoir l'air de blaster Jerry Seinfeld, mais qui me disent... Il n'écoutera pas le podcast, t'inquiète pas. Non, mais... J'avais pas peur des représailles de il me fera jamais faire sa première partie. Fuck. Mais tu sais, qu'ils me disent je pourrais être n'importe où dans le monde, j'ai choisi d'être ici ce soir, ben oui, mais tu vas aller partout dans le monde après, tu sais, je veux dire, c'est. Je sais pas. Moi, je pense que ça sonne plus comme j'espère que vous êtes contents parce que je pourrais être pas là. Non, mais je pense que. Je pense que c'est surtout un gag, là. Je pense que c'est surtout. C'est ça, faut pas non plus. C'est comme Yvon Deschamps qui, à un moment donné, disait aux gens que je vous aime, mais attention, je vous aime en tant que masse anonyme. N'est pas m'écœurer individuellement personne. Ouais. Je veux rien savoir de vous autres. C'est drôle en esti à ce moment-là. Le gag de Seinfeld aussi était très drôle. Mais pour moi, ça ne vient pas me dire hey, c'est vrai, Colin, il a choisi d'être avec nous. Non, je ne pensais pas ça dans le sens que ça excuse quoi que ce soit ou que c'est vrai que je me sentais choyé. Mais en même temps, oui, man. Je trouve ça quand même le fun qu'avec autant. Jerry Seinfeld, comme je te dis, il peut juste. Il n'y a plus rien à prouver dans la vie, il n'y a plus rien à faire. Il y a quand même ce côté-là de lui qui a besoin de faire du stand-up. Puis ça m'a fait penser, comme Colin, ça s'en va-tu un jour, ça? Est-ce qu'à un moment donné, tu arrives assez confortable dans la vie pour faire, sais-tu quoi? Moi, là, tu sais, puis oui, c'est sûr qu'il voyage en jet privé. Là. On s'entend que. En effet, il n'est pas dans une vanne avec son décor. Là. Mais c'est un humoriste qui aime l'humour. Il tripe sur l'humour. C'est pas pour rien qu'il fait son émission Comedians in Cars, Getting Coffee. À un moment donné, il a dit « J'aime à peu près personne à part les humoristes. » C'est un peu une joke, mais en même temps, je suis sûr qu'il pense un peu. Il aime l'humour, il aime les humoristes. Fait que, mettons que tu es multimilliardaire, puis là, il y a 60 ans. S'il reste 20 ans à vivre, il ne va pas rester 20 ans à se pogner le cul. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? J'aime faire des blagues. Alors, pourquoi avoir de l'argent ferait que tu arrêterais de faire des jokes? C'est quelqu'un qui dit, moi, là, millionnaire, j'arrête de travailler. Je te comprends, tu n'aimes pas plus ta job que ça. Tu fais ta job juste pour gagner des sous pour vivre.
Moi, je ne fais pas de l'humour. Évidemment, je fais ça pour vivre, on s'entend, puis je prends les sous avec plaisir, mais pas de sous, pas d'argent, pas rien. Mettons, il faudrait que je fasse des shows pareils. On fait des trucs web. Ça le prouve, ça, notre petit besoin d'aller faire des Zooms puis toutes sortes d'affaires sur le web. C'est parce qu'on a besoin de communiquer. On ne fait pas une scène avec ça. Puis c'est correct. On veut faire notre métier. Puis moi, j'espère le faire encore facilement 20 ans. J'espère ne jamais être écœuré. Yvon Deschamps est mon idole, mais j'espère que j'arriverai jamais comme lui à me dire « OK, là, je ne suis plus capable, je ne veux plus rien savoir ». J'espère que je n'arriverai jamais à ça. J'espère que je vais toujours avoir envie de faire des choses. Ouais. 80, mais je pense que les mécanismes, ils restent là. C'est juste la livraison qui va changer. Regarde là, on a tous on s'arrache la peau pour monter sur scène. Mais à un moment donné, 2 jours après qu'on a compris qu'il n'y a plus de scène, on a dit il faut qu'on parle. Donc après, il y en a qui vont écrire des livres, il y en a qui vont faire des émissions, il y en a qui vont se transformer. Mais c'est comme les anciens sportifs qui deviennent commentateurs à la télé. C'est parce qu'ils en bouffent de leur sport depuis qu'ils ont 2 ans. Ils ne peuvent pas s'arrêter du jour au lendemain. Un joueur de hockey ne va pas arrêter de parler de hockey. On joue des ligues de garage et on en parle encore. Imagine. Non, c'est absolument. C'est une vraie passion. Mais hey, j'ai envie de poser une question peut-être polémique. Seinfeld, s'il n'y avait pas eu sa série télé, qui a été un succès mondial, qui l'a rendu milliardaire, c'est sa série télé qui l'a rendu milliardaire. Est-ce qu'on serait autant pâmé devant un show de Jerry Seinfeld? Parce que moi, j'ai trouvé ce show-là vraiment très bon. Là. Je ne veux surtout pas dénigrer le show. J'ai trouvé ça très bon, mais je me suis posé la question, parce que je savais qu'on allait en parler. Je me suis posé la question, mettons que ça serait un nouvel humoriste qui arrive avec ce matériel-là. Est-ce que les critiques, est-ce qu'on dirait autant « Ah, c'est… » Tu sais, j'ai lu une critique dans la presse, Marc Cassifi, qui parlait de Seinfeld en disant c'était très, très, très élogieux. Puis je me disais, est-ce qu'un nouveau venu aurait eu la même critique? Est-ce que l'aura de Seinfeld n'est pas si grand que… Parce que moi, je trouve souvent, c'est de l'observation. C'est pas toujours des bijoux d'observation. C'est pas toujours la finesse, le génie de trouver la petite affaire. C'est souvent des constatations que je me suis faites, qu'on s'est faites, il parle beaucoup des relations hommes-femmes. Puis il y a des grands bouts où je me dis, mon Dieu, on est encore dans le… quand une femme dit telle affaire, dans le fond, ce qu'elle veut te dire, c'est ça. Je me dis, mais my God, c'était le début du stand-up au Québec, ça. Fait que je trouve pas que c'est tout si hot que ça. Mais en même temps, est-ce qu'il a… un très bon show? Bien, c'est sûr qu'il est meilleur que la moyenne, on s'entend, mais je veux dire, est-ce que le show qu'on a vu là était aussi génial que ce qu'on devrait s'attendre d'un top mondial? Excellente question. Comme Jerry Yves, tu as une réponse à ça? Moi, je pense que… Ah, vas-y, Simon. Non, mais moi, regarde, c'est parce que la raison pour laquelle je veux entendre ce que tu as à dire, c'est que moi, cette question-là, Laurent, je me la pose depuis, je pense, 9 ans, à tous les jours. Puis, je n'ai pas vraiment de réponse. J'ai une opinion. Clairement, Jerry Seinfeld est plus… C'est quelqu'un qui est plus grand que nature à cause de cette émission-là. On s'entend là-dessus, toi puis moi. Reste que… Moi, à chaque fois, je dis tout le temps la même affaire. Quand je regarde Jerry Seinfeld faire du stand-up, j'ai l'impression de regarder le meilleur joueur de badminton au monde. Tandis que je suis capable de regarder en disant « Mais quel joueur de badminton! » Mais ça me donne zéro envie de jouer au badminton. Tu comprends? Je suis capable de dire « Cette personne-là, c'est le meilleur dans ce qu'il fait, même si ce qu'il fait ne me rejoint pas nécessairement. » Ah, OK, je comprends. Est-ce que je pense que ne te rejoint pas ou ne te rejoint plus? Ça ne m'a jamais vraiment rejoint, honnêtement. OK, bon, d'accord. Puis tu sais, moi, on dirait les bouts… Moi, qui étais un gros fan de Seinfeld, c'est sûr que j'étais un peu jeune quand même pour avoir… tu parles? Ou Comment? Tu parles la sitcom ou le gars? Le sitcom, excuse. OK. Le sitcom. J'étais un peu jeune, tu sais, je l'ai découvert probablement plus tard, après que ça ait passé. Moi, mes bouts que j'aimais le moins dans Seinfeld, c'est quand il faisait du stand-up. Quand il commençait l'épisode en faisant du stand-up, il finissait. Je trouvais toujours, j'étais comme… Oh oui, mais en même temps, c'est l'époque. C'est des années 80, 90, où l'humour était très… C'était un peu plus comme observateur, puis plus tranquille, tu sais, petite cravate, puis on jase, tout ça. C'était pas très rock. C'est l'humour des années 80. Là. Puis je me dis, regarde, est-ce que Jerry Seinfeld serait qui il est aujourd'hui sans l'émission, sans le sitcom? Probablement que non.
Ouais, mais ça Mais fait partie Jerry de son Seinfeld, œuvre. pour moi, si tu regardes l'émission Seinfeld, ça reste un génie. Tu comprends? Ouais, c'est Ça sa reste création. quelqu'un qui a... Puis dans le show, puis moi aussi, le show, tu sais, je l'ai écouté, puis c'est pas super original. Ça réinvente rien. C'est du Seinfeld 2.0, je trouve quand même. Je le trouve plus actif, je le trouve plus dynamique. J'aime Je mieux le ce trouve- bouge show-là sur que scène. les autres shows que j'ai vus. Tu sais, Définitivement. mettons, moi, j'ai découvert I'm Telling You for the Last Time Oui. sur le tard. Là. Mais ça, Puis c'est j'ai très tout- mécanique, là. C'est très C'est ça. mécanique. Mais très- c'est parce qu'il faut garder le contexte historique. Il faut que tu dises ça, quand ça a sorti, c'était malade. Mhm. Ouais. Aujourd'hui, mettons que tu verrais ce show-là, là, je parle de l'autre show, là, I'm Telling You for the Last Time. Aujourd'hui, ce show-là sortirait, que tu ferais, c'est du vieil humour. Tu sais, Ben oui. je trouve que Ouais. beaucoup de stock a mal vieilli. L'humour vieillit mal, en général. Oui. Presque tout le monde, ça vieillit assez mal. Mais c'est pour ça que moi, je considère encore que George Carlin, même si je ne connais pas tout le monde, je ne suis pas un expert, mais je considère que George Carlin, c'est le plus grand. C'est parce que George Carlin, il était hot dans son époque, puis il y a des numéros que tu réécoutes de lui, beaucoup de numéros, que tu pourrais refaire aujourd'hui, que c'est encore aussi bon. Alors que moi, j'ai vu Richard Pryor, j'ai vu Bill Hicks, des vieux shows de Seinfeld, de la même période, là, mettons des années 80, 90. Puis le seul dans ceux que je viens de nommer là, que son humour pourrait être encore actuel aujourd'hui, c'est George Carlin. Les jokes de Seinfeld, de Richard Pryor, Eddie Murphy, là, des tops. Là. Leur humour aujourd'hui, tu fais « ça a vieilli ». George Carlin, son bit sur les pro-vie, son bit sur les Américains qui aiment bombarder. Il y a des bits de Carlin que j'aurais voulu avoir écrit aujourd'hui. Là. Mhm. Puis je me dis, Chris, que j'aurais mis ça dans mon show, un numéro de cette qualité-là. Fait que c'est tous des kings, mais je trouve que celui qui fait qu'il est le plus grand, c'est celui qui va passer l'épreuve du temps, comme Yvon Deschamps. Pour moi, c'est le plus grand, beaucoup pour ça. Il y a des numéros d'Yvon Deschamps, c'est encore bon de les écouter aujourd'hui. Oh oui, non, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que par rapport à ce que vous disiez là, c'est qu'il y en a qui vieillissent bien, tu vois, mais il y en a que c'est de leur époque. Par exemple, encore pour revenir un peu à la musique, Hendrix, considéré comme un des plus grands guitaristes. Après lui, il y a des gars qui ont brutalisé leur guitare, là, qui sont techniquement 1000 fois plus précis, 1000 fois, oublie là, des machines. Mais ce qu'il a amené, Hendrix, il a ouvert un univers, même, tu comprends, sonore. Il a amené quelque chose qui, les gens essayaient d'éviter, la distorsion. On essayait de mettre des filtres pour pas que ça apparaisse. Il a dit, attends 2 secondes, je rentre dedans. Alors, il y a des trucs qui vont mal vieillir, mais dans ma tête, quand Led Zeppelin a joué en 2008, leur réunion, le chanteur, il peut plus chanter comme en 68, man. Il a plus la voix, il est mort. Ouais. Mais, man, j'aurais donné une couille pour être dans cette arena-là, pour les voir. Alors, oui, il y a des humoristes qui arrivent à vieillir, qui restent de leur époque, qui continuent à se renouveler. Et au Québec, on a des exemples de ça. Au bordel, on les voit. Il y a des gars qui restent actifs, qui restent sharp. Et il y en a d'autres. Ça marche moins bien au bordel parce que le crowd est beaucoup plus actif et tout ça. Mais en région... Je parle pas de l'humoriste. Je parle pas nécessairement de l'humoriste. Je parle de la joke. Il y a des jokes qui, en général, vieillissent mal. C'est sûr. Tu sais, mais je veux dire... l'humoriste, lui, s'est amélioré peut-être, mais je veux dire, je parle juste de la joke. La joke de Carlin en 92 est encore aussi bonne aujourd'hui, alors que la joke de Seinfeld en 92, tu regardes ça et tu fais « Hé, quel est ça? On est en 92. Hein? » En même temps, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'il y a... Je voulais juste dire que c'est juste que ça revient à dire est-ce que je me sens privilégié d'être là? Ouais. Moi, j'ai vu beaucoup de spectacles juste pour dire OK, dans ma boîte de billets, j'ai un billet de lui. J'ai un billet de lui. J'aurais rêvé de le voir à son prime. On est tous comme ça. Moi, j'étais content de voir Sarah Silverman, même si je suis sorti de là déçu. Ça m'a même pris un certain temps avant de réaliser que j'étais déçu. Moi, j'étais heureux d'avoir vu Sarah Silverman. C'est après que j'ai fait, c'est sûr que c'était pas tout bon, là. Bon, c'est sûr qu'elle avait son texte. Ouais, c'est sûr qu'elle mettait ses lunettes puis elle les enlevait. Puis le beat, il n'y avait pas vraiment de beat. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « Hey, finalement, c'est un show crissement ordinaire. » Mais j'étais juste content. Puis je suis un bon public aussi. Mais, moi, quand je vais voir un show, super intéressant ce que tu dis parce que moi, ça m'arrive souvent. Puis souvent, quand je parle, ça m'est arrivé souvent que ce soit des shows d'humour ou des restaurants ou des films.
sur le coup, passer un bon moment, puis après ça, quand tu te mets à débattre avec d'autres personnes pendant 1h15, tu fais « Ouais, finalement, j'ai pas tant aimé. » Là, c'est normal. Moi, je me demande toujours lequel des deux sentiments est plus important, prévaloir sur l'autre. Est-ce que c'est sur le moment où tu as trippé ou c'est en rétrospective quand tu fais « C'était pas si bon que ça. » Moi, je continue de penser que Colin, sur le moment, là, ben oui. Comment tu te sens sur le moment? Comment tu te sens quand tu es dedans? Parce que c'est facile après ça de retourner en arrière. Mais c'est ce qui justifie... c'est ce qui justifie toutes les décisions de marde que tu as fait quand tu étais jeune. Est-ce que je la bois la 12e bière? Ben non, mais oui. Sur le moment, elle est bien bonne. C'est le lendemain que tu payes pour. Exactement. Exactement. Mais c'est très, très drôle. Pour revenir un peu à Seinfeld et à sa carrière hypothétique s'il n'y avait pas eu le sitcom. Mais je parle pas de la carrière, moi. Tu vois, c'est niaiseux. Je parlais juste de la réception. Non, mais c'est sûr que non. C'est sûr que non. Mais en même temps, ça fait partie du personnage. Tu peux pas... Mais il y a une couple de lignes dans le show que, quand même, moi, en tant que public puis en tant qu'artiste, j'ai fait ça, là, l'image que tu viens de créer là, ça demande un génie humoristique. Ah, moi, j'ai ri fort. La ligne, quand il dit aller dans un buffet quand tu as faim, c'est comme donner ta carte de crédit à ton chien dans un pet shop. Wow. Et tu dis, c'est toi qui décides là, de ce que tu achètes. C'est la meilleure image. Puis écoute, il parle de buffet, là, d'un sujet qui a été fait et refait et refait. Et après ça, c'était plus drôle. Ça a recommencé à être drôle. Puis ça a été fait et refait. Mais cette ligne-là, moi, a fait en sorte que le show valait la peine. Moi, juste cette ligne-là, j'ai fait, tu m'as eu. Tu viens d'avoir la note de... Là, après ça, on va jouer... Tu as donné un C. Maintenant, avec le reste du matériel, est-ce que tu vas avoir un C+, un B, un A? Mais cette ligne-là fait que tu pars. Il part à C déjà. Cette ligne-là fait que tu pars à C parce que c'est tellement bon, c'est tellement brillant. Ouais. Puis puis je veux revenir à ce que tu disais tantôt de sujets qui ont déjà été... Oui, exact. Qui ont déjà été faits. Yeah. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais il y a un côté de moi aussi qui... Moi j'en fais des shows, t'en fais des shows, Nive, t'en fais des shows. Yeah. On a tous certains gags, certains numéros dont on se fait parler plus. Ouais. Tel numéro, tel gag, tel gag, tel gag. Mais de temps en temps, une fois par année, il y a une fille ou un gars qui va dire « Hey, moi, tel gag, là, c'est mon préféré de ton show. » Puis tu fais comme Colin, tu es la seule personne qui a vu le drôle de ce gag-là ou qui a vu pourquoi. Fait qu'en même temps, dans les numéros qu'on considère déjà vus, il y a peut-être une personne qui fait comme « Hey, ça, là, c'est brillant. » Ouais. Mais même, tu sais quoi? Je pense même déjà vu peut être au-delà excellent. de ça, moi, je trouve que c'est encore plus à son honneur dans le sens où, man, c'est dur de faire des trucs que tout le monde fait. Et dans le sens où des sujets, des lieux tellement communs et arriver quand même à tirer ton épingle du jeu, à être original. C'est sûr que nous autres, on est là, on s'est dit qu'on allait parler de ce show-là. Fait que j'ai écouté le show en me disant, je vais parler de ce show-là. Fait que c'est évident que j'ai gardé mon œil critique le plus possible. Puis comme c'est un gars que je ne croiserais pas au Gala des Oliviers, ça ne me gêne pas de le critiquer. Mais on ne peut pas nier le talent de ce gars-là. Puis tu as raison quand tu dis qu'il y a des phrases, il y a des lignes qui disent « Ah, puis tu fais OK, ça, j'aurais aimé ça, penser à ça. » Moi, tout son bit, là, la ligne là, que je pense que j'avais déjà entendue, mais je trouve qu'elle est géniale, celle-là. Quand il dit, tu es chez vous, tu travailles, tu as hâte d'être chez vous. Puis quand tu es chez vous, tu as juste hâte de partir en vacances parce que tu veux être ailleurs. Puis là, tu arrives dans l'avion, tu as hâte d'être arrivé. Puis quand tu es arrivé, là, comment ça fait que les portes n'ouvrent pas? Tu veux sortir de là. Puis la conclusion, c'est qu'il n'y a personne qui veut être nulle part. On veut toujours être ailleurs. Ça, ce bit-là, je le trouve d'une intelligence supérieure. Fait que ça, c'est sûr. Évidemment, je me permets d'être difficile parce que je me dis, on ne fera pas 1 heure à parler de Seinfeld pour dire à quel point il est bon. Effectivement, ça, c'est sûr que là, il faut reconnaître le talent. Mais on s'entend là-dessus. C'est comme je te dis, moi, à chaque fois que je vois Jerry Seinfeld en stand-up, c'est toujours la même chose. Je me dis, c'est le meilleur. C'est un virtuose d'un instrument qui ne m'intéresse pas tant. C'est ça. C'est ça. C'est carrément ça. Ça veut dire que toi, cet humour-là, il ne te touche pas, mais tu ne peux pas passer à côté de « Yo, ce gars-là, il est bon, man. » Oui, c'est surtout en tant qu'artiste, en tant que quelqu'un qui écrit des jokes dans la vie, c'est ça son métier. Colin, il y a des numéros, dans le show qu'on a écouté, il y a des numéros qui sont un peu, c'est cocasse, ça marche, mais il y a des numéros qui demandent une écriture
sérieuse. Là. Ça demande... je me disais, il y a certains bits que j'écoutais dans le show que je me disais, ça, là, c'est une V42, là, parce que d'arriver à cette musicalité-là, chaque clé, puis il a dû le faire longtemps, là. Puis moi, c'est ça puis je reviens à Carlin quand tu disais tantôt. Oui, tu sais, il y a plusieurs numéros qui sont des pièces d'anthologie. Puis il y a d'autres numéros aussi qui sont un peu plus obscurs que si tu ne le connais pas vraiment ou si tu ne le suis pas vraiment, tu ne le connais pas. Mais il y a beaucoup de... Carlin, c'était très poétique comme humour quand même. Il y avait il jouait beaucoup sur la langue. Il y avait un côté performance des fois, quand il pouvait partir sur une tirade. Ça, je trouvais ça aussi très intéressant. Puis souvent, ces tirades-là, aujourd'hui, tu regardes ça puis tu fais encore « wow ». Ben, c'est ça. Même si ça a été fait en 88. Exact. Puis il y a plusieurs numéros de Carlin où, vite de même, il n'y en a pas qui me viennent, là. Mais il y a plusieurs numéros où des fois, c'est juste lui qui dit des synonymes d'un même mot pendant 3 minutes et demie. Puis, non, mais c'est ça pareil. Puis il y a un côté, pour moi, c'est pas drôle. Ça va pas me faire rire. Ça va pas venir me chercher. Mais il y a un côté de moi qui est comme... Sacrifice, OK, c'est quelque chose, là, ça demande... Mais alors, est-ce que ça peut être aussi un moment de performance de la même manière que nous, il y en a qui chantent, ou il y en a qui vont danser, ou il y en a qui vont faire autre chose? Est-ce qu'à ce moment-là, il se dit, tu sais quoi, je ne suis pas juste humoriste, je veux faire ça maintenant, je veux manier la langue. Laurent, je t'ai vu pendant le confinement faire un slam. Je ne te dis pas de quitter l'humour et de devenir slammer, mais dude, c'était tight. Et ça veut dire, si moi, je vais avoir un show d'humour de toi et tu penses ça au milieu, je ne vais pas me dire, ouais, mais pendant 2 minutes, il ne m'a pas fait rire. Je vais dire, putain, il a cette carte à jouer en plus. C'est extraordinaire. Oui. Ben, c'est une question de choix aussi. Il y a des gens qui vont dire, si c'est pas drôle, tu ne mets pas ça dans ton show. C'est une question de... Tu décides. C'est toi qui le sais. Tu vois, dans mon show, j'ai un numéro où je fais un genre d'exercice de style sur les expressions qui ont rapport avec la mort. Bon, ben, tu sais, parce que je dis, on aime pour mourir, mais on aime à la mort, mais si la fille te laisse, te quitte, ben là, ton chien est mort, tu as la mort dans l'âme, tu te meurs dans la nuit, mais tu tiens ça mort. Puis je fais comme une longue tirade comme ça. Tu peux pas dire que c'est hilarant, mais à chaque fois que je la finis, j'ai une clap pareille, tu sais, parce que les gens sont... C'est ça. Là, je ne ferai pas un show complet comme ça, c'est bien certain. Moi, je vois ça parce que... Mais pour moi, justement, pour revenir à Seinfeld, il y a des moments où c'est exactement ça. Il fait... Tu sais, il a son bit qui est pas... Moi, je trouve pas qu'il est un bit génial là, quand il dit que sucks and great are really close. Tu sais, que... Yeah. Ouais. Là, il dit, mais il parle c'est de bon, façon bit, puis il finit en disant, mettons, quand tu marches avec de la crème glacée, tu l'échappes à terre, it sucks, mais qu'est-ce que tu dis? Great. Ouais. C'est pas génial, c'est pas drôle, mais tu fais comme Colin, tu me donnerais 2 mois pour trouver une meilleure façon de rapper cette idée-là. C'est ça. Tu sais. Ouais. Il y a un côté de moi qui est comme s'il y a une espèce de love-hate avec Seinfeld parce que c'est pas le gars qui va faire le plus rire, c'est quelqu'un qui va m'impressionner. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il se pense plus drôle qu'il est. Bien, je trouve que il se pense plus drôle qu'il est. À dire, mais... je pense ça des fois aussi, mais je le pensais plus dans ses vieux shows. Parce que je trouvais que son beat, il y avait quelque chose dans Seinfeld qu'il n'y a plus maintenant dans ce show-là. Le beat est beaucoup plus accéléré. As-tu remarqué? Il rentre dans le show, puis oui, absolument. Il rentre, puis tout de suite, là, ça passe ses chapeaux de roue, puis il est parti, puis le beat est incroyable, alors que, mettons, dans I'm Telling You for the Last Time, son beat est tellement lent que... Puis c'est pas que le beat... Toi, je sais que ton beat est lent sur scène, c'est ta signature à toi, mais lui, sa lenteur me donnait l'impression qu'entre chacun de ses gags, ce qu'il disait par sa lenteur, c'était « Asti que je suis intelligent ». J'avais l'impression que dans ses silences... C'est complaisant un peu. Dans ces silences, il y avait beaucoup de « je viens de vous dire de quoi d'assez... » Tu sais quoi? Il ramenait ça même dans sa série, et c'est pour ça que c'était mon personnage que j'aimais le moins dans le sitcom, c'est qu'il avait toujours son petit sourire en coin, pas comme s'il décrochait, mais comme s'il riait un peu de son gars, et il vous disait à l'écran, je l'ai écrit celle-là. Alors que Kramer, il est dans son personnage, man, à 1000 et 1040%. Là, c'est juste aussi peut-être pas un si bon acteur non plus. Alors que Kramer, c'est un vrai acteur. Puis, il est loin d'être un bon acteur. Ben oui, c'est ça. Puis je le voyais dans son show, le show qui vient de sortir, Seinfeld. Des fois, il m'a donné l'impression
de se caricaturer lui-même. Oui, dans les high pitch, là. Dans les high pitch, j'avais l'impression de voir quand Jimmy Fallon imite Jerry Seinfeld. Ouais. Ça faisait ça, tu vois, au perché comme ça, là. Tu sais, puis je me dis, hey, on dirait qu'il s'imite lui-même. Puis j'avais pas remarqué ça dans d'autres shows avant, mais on dirait que dans ce show-là, il monte comme ça. Il parle de même, c'est dommage weird. En tout cas, mais j'ai peut-être pas raison là, parce que je connais pas tout ce qu'il a fait, mais moi, j'avais l'impression que cette caricature-là de Seinfeld, je la voyais moins dans ses vieux shows. Écoute, c'est pas pour rien que quand les imitateurs l'imitent, ils font ça, c'est qu'il fait tout le temps ça. OK. Une voix très aiguë. Des fois, alors, quand le monde Je l'ai peut-être juste haut. plus remarqué là à cause justement de Oui. Ou ça veut dire que Jimmy Fallon, il est tête en tabarnak sur son Ouais, imitation. c'est ça, exact. Je ne suis pas sûr qu'il est si tête que ça, mais ça se peut, effectivement. Mais, tu sais, on parlait d'humour qui vieillit plus ou moins bien. Moi, j'ai découvert beaucoup d'humoristes après la fin de carrière. Tu sais. Je parlais de George Carlin. Moi, il était mort depuis une couple d'années déjà quand j'ai découvert son matériel. J'ai découvert Bill Hicks à cause des shows qui sont sortis sur Netflix, donc très longtemps après sa mort. Même chose pour Richard Pryor. Les shows d'Eddie Murphy, je les ai découverts plusieurs années après. Fait que, mettons, je prends les exemples de Seinfeld puis de Bill Hicks. Les deux, j'ai été extrêmement déçu en voyant les shows parce que les deux faisaient du stock qui me semblait complètement dépassé, que j'avais vu 1000 fois. Puis c'est une discussion que j'avais eue avec Mike Ward. Il m'a expliqué ce qu'il me disait, puis je trouvais que c'était bien intelligent. Il dit, c'est parce qu'eux autres, c'est les premiers à avoir fait ça. Mais il y a tellement de gens qui ont voulu faire du Bill Hicks que c'est sûr que si tu as vu tous les autres avant Bill Hicks, tu as l'impression que Bill Hicks reprend du vieux stock, puis tu as l'impression que c'est complètement dépassé. Même chose pour Seinfeld. Je pense qu'il y a eu énormément de stand-up qui ont voulu faire du Seinfeld. Fait que quand tu découvres Seinfeld sur le tard, comme je l'ai découvert, tu as l'impression que Seinfeld refait du stock qui a déjà été fait 1000 fois, mais c'est lui qui a été le premier à faire ça. Mais c'est vrai dans tellement d'affaires. On mettrait dans ton bureau en ce moment l'ordinateur que tu avais il y a 16 ans. Tu dirais, si bol, c'est quoi ce dinosaure-là? Mais il y a 16 ans, c'était la plus belle affaire qui est arrivée dans tes... Ah oui. Il y a 3 ans, Simon. Comment ça, 16 ans? Non, c'est ça, exact. Oui, c'est ça. Je te donnerai un iPhone 9. Tu fais ça. C'est cette merde-là. mais pour Carlin, il y a quand même un côté... Tu sais, oui, puis quand tu parles de, mettons, son bit sur les pro-vie versus les pro-choix, oui, en effet, c'est un bit qui vieillit encore très bien, mais il y a un peu aussi que ça vieillit bien parce que ça n'a pas changé. La mentalité a zéro changé. Fait que oui, si tu parles d'un sujet qui n'a pas évolué depuis 20 ans, ben quand il en parlait il y a 20 ans, c'est encore cohérent parce que... Oui, mais si tu prends un vieux show de Seinfeld, les observations sont encore vraies. Oui. C'est juste que tu regardes ça et tu fais... Ouais. Moi, je peux vous poser une question, alors? À Carlin, là. Au contraire. Okay, non, mais je comprends. Je peux vous poser une question dans ce cas-là? OK, nous, on fait de l'humour, on est humoriste, on crée, on en mange, on voit des shows. Ça fait, moi, 10 ans, Simon, presque 15 et Laurent 20, 25, sinon, que tu es là-dedans. Right? Oui, hein, tu fais ça fait combien de temps? Cette année, en juillet, ça va faire 25 ans de carrière. J'ai été incroyable, tu vois? Diplômé en 95, moi. Oui, monsieur. Mais pour te dire, nous, on est là-dedans et donc même, on a tous vu le show et c'est dur de nous faire rire. Je veux dire, on est bon public, toi et moi, Laurent. Moi, vous me voyez au bordel. Simon, c'est un public de marde. Simon, il rit Simon, c'est le pire parce qu'il est dans sa tête. Il aime trop ça. Non, mais je sais. Je sais que tu ris dans ta tête parce que tu aimes tu aimes le métier, tu aimes la création qui est derrière. Donc, mais tu ris, Simon, quand même, non? Tu t'esclaves des fois? Écoute, les moments où je vais le plus rire, c'est quand ça se passe pas bien. Oui, c'est ça. Moi, quand un humoriste se plante, il n'y a rien que je trouve plus drôle. Ah, OK. Mais moi, je suis capable rare que je vais rire. C'est assez rare que je vais rire vraiment fort. OK. Mais en même temps, comme tu dis, Nive, j'aime tellement ça
Il écoute ça dans la voiture, j'ai Simon. pas- Il n'écoute pas de Moi, musique. j'écoute du stand-up Il tout le écoute du temps. stand-up. C'est juste ça que je fais. Moi, j'ai tourné sans avec arrêt. lui, je faisais ses premières parties pendant 2 ans, là. Et je l'ai vu aller. Je lui dis, quoi, mais tu écoutes vraiment? Moi, je suis un mélomane de psychopathe, là. J'écoute tout le temps de la musique. Et lui, c'est que du stand-up. Mais je vous disais pour ça, pourquoi je vous dis tout ça, en fait, c'est que nous, on est plus que l'oreille avertie, aiguisée, comme tu veux, right? Et moi, j'ai une leçon dans notre milieu ici au Québec. Il y avait un humoriste que je disais, ah man, c'est un vieux dude avec ses vieilles blagues, là, tu sais, bon. Et non, avec du jugement. Et j'étais jeune humoriste, un petit con, là. Ça faisait 2 ans On que est je faisais toujours ça. un peu arrogant quand on sort de l'école de l'humour ou qu'on commence, là, tu sais. Et quand même tu l'as si même on pas dit, fait, là, imagine l'arrogance. Oh, oui. Et on est arrivé dans un corpo avec ce gars-là que je n'aimerais pas, anyway. Et puis là, tous les jeunes, là, les jeunes frais, là, qui faisaient des galas juste pour rire, on s'est planté, là, dur. Et là, le bonhomme, il arrive, man, il nous a donné une leçon de stand-up. Une vraie, parce qu'il a pris un public, on a tous dit, bah, ils sont nuls. Il les a essorés, man. Tu sais ce que ça veut dire? Et là, ce jour-là, j'ai compris, comme tu as dit, Simon, c'est un instrument qui ne m'intéresse pas. Mais tu ne peux pas passer à côté de... Ben, le gars, il joue bien. J'aime pas le pipeau, man. Mais le gars qui joue du pipeau, il en joue bien, frère. Alors, moi, je comprends qu'on analyse, on dit ça, c'est humour, vieil humour, nouvel humour. Nous, on est blasés, man. Parce que nous, pour nous, c'est comme de la sauce piquante. On est rendu avec du jalapeno, ça marche plus. Il faut de l'acide à batterie direct sur la langue. Tu comprends? Ça, on n'a plus d'effet. Mais moi, par exemple, je prends des publics qui en consomment moins, qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissent pas la culture, et je vois à quoi ils rient. Et des fois, je ne peux pas passer à côté et dire, ah, mais il rit de la bêtise. Comme tu as dit tout à l'heure, même ce une personne, il existe. Donc, quand on voit des shows de Seinfeld, on se dit, putain, on a vu ça 1000 fois. Mais c'est ça, c'est comme les critiques de cinéma. C'est comme les critiques de cinéma. Puis je ne remets pas en question la qualité des critiques de cinéma. Mettons un gars comme Marc Cassivi ou Marc-André Lucier, ils vont te faire une critique de film, puis ils vont t'expliquer que le film, s'ils disent c'est pas bon, ils ont toutes les bonnes raisons. Pourquoi? Mais c'est parce qu'eux autres, ils ont le jugement de quelqu'un qui voit tout. Ouais. Ils vont te dire, ah, ça, Ingmar Bergman a fait mieux en 80 ou en 75. Oui, mais le monde n'a pas vu Ingmar Bergman nécessairement. Ouais. C'est le jugement de quelqu'un qui connaît ça au bout. Donc, il en a vu tellement. Mais tu fais une critique pour les gens qui, eux, n'ont pas tout vu. Ouais. Fait que nous autres, ce qu'on trouve drôle, en même temps, les humoristes, souvent, ce qu'on trouve drôle, c'est les affaires que justement, quand quelqu'un se pète la gueule, ça nous fait rire. Mais il y a aussi, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les humoristes, ce qui nous fait rire le plus, c'est quand un humoriste fait de l'humour que nous, on n'est pas capable de faire. 100%. Ouais. C'est pas rien que quand les Denis de Relais sont arrivés... meilleur exemple au monde. Avant même que le public commence à les endurer un peu, là, les humoristes étaient tous bandés sur les Denis de Relais. Les Denis de Relais, c'était des nobody. Personne ne savait c'était qui. Puis ils sont arrivés une année. Vous étiez peut-être trop jeune. Vous n'étiez pas là à l'époque, je pense pas. Ils sont arrivés pendant le gala Les Oliviers. Pendant les pauses publicitaires, ils venaient sur scène faire une toune, comme pour animer la foule en attendant de revenir de la pause. Fait écoute, les deux y arrivaient, on part en pause publicitaire, les deux y arrivent avec un micro, une guitare, puis ils se mettent à chanter. Je ne sais plus, là, écoute, juste parce que je veux le dire, ça ne me revient pas, là, mais tu sais. Fantastique, genre. Ou, fantastique, ou des affaires, puis des hosties de phrases. Puis dans la salle, les humoristes étaient pliés en deux. C'était, tu sais, Mané chante Manon Gignac. Ça se crie-tu bien sur le bord d'un lac? Puis là, on riait, là, ça n'avait juste aucun esti de bon sens. Les Beatles auraient dû être 16, ça aurait été le fun que toute le tune s'appelle Jean-Pierre. Puis asti qu'on riait. Mais après ça, si un stand-up arrivait, asti que c'est mortel du stand-up devant des humoristes. Il n'y a rien de pire que ça. C'est mortel. Il faut que tu sois un humoriste qui fait rire les humoristes. Moi, j'ai connu des Sylvain Ouellette, Mario Bélanger, des gars fuckés. Là. Ben, moi, ça, c'est les gars qui m'ont fait le plus rire, moi, sur scène. C'est ça. Moi, je me rends compte que les styles d'humour qui me font le plus rire, c'est pas mes préférés. Ouais. Ça n'enlève rien à ça. Puis ça devient comme... C'est comme quelqu'un qui écoute, tu sais, qui est un calé en musique techno, là, qui écoute du techno, qui connaît tout. Dans un rave, c'est pas nécessairement celui qui va le plus danser. Sauf que s'il est dans le fond de la salle puis il est de même, c'est un bon signe. Mon meilleur ami qui était DJ, lui-même DJ, on allait voir des grands DJ, nous on dansait à se jeter dans les murs et lui, exactement comme tu viens de le décrire, contre le speaker,
Et il était comme ça, et à la fin, tu as trippé. Ouais, quel set, man. C'est Tu ça. quand il a mixé ça avec ça. Et là, tu es comme, ah non, moi je dansais, bro. La musique, elle marchait. C'est ça. On n'a pas du tout la même Moi, expérience. si j'assiste à un show d'humour, je suis dans le fond. Si après un gag, je suis dans le fond, puis je fais. Ouais. C'est comme si je venais de pisser dans mes culottes. C'est la même. Exactement ça. Je fais. Ouais. That's it. Ça là, c'est. Je viens de pisser dans mes culottes. Moi, je trouve que le rire, c'est tellement quelque chose d'agréable. Moi, je m'empêche pas de rire. Oh, c'est pas que je m'empêche. Non, je sais bien. Mais juste moi, j'aime ça rire. Si que je ris, des fois, je vais écouter une sitcom dans mon salon. Je suis devant ma TV. On ne rit pas devant la TV d'habitude, tu sais. Mais moi, je peux crier dans mon salon tellement que je suis content d'un gag, tu sais. Je découvre des sitcoms. Là, j'écoutais, l'autre fois, c'était quoi? J'écoutais Community. À un moment donné, c'est génial! J'éclate de rire. Je vais être dans mon salon, puis asti! J'adore ça, faire ça. Puis je suis conscient qu'on m'entend dans une salle. Je le sais. J'ai mon rire qui est tonitruant. Puis à un moment donné, j'ai fait, non, je l'assume, mon rire. Il n'y a personne, il n'y a pas un humoriste qui est venu me voir après un show en me disant, hey, la prochaine fois, peux-tu rire moins? T'sais, au contraire, c'est ça fait plaisir d'entendre les gens rire. Fait que, mais c'est tellement intéressant de parler de ça parce qu'on a tous, comme tu dis, comme tu as dit, Nive, on est tous là-dedans tout le temps. Puis moi, je me rends compte, exemple, comme ça fait une couple de shows que j'écoute pour ce podcast-là. Puis je te dirais, celui qui m'a fait le plus rire, c'est pas mon préféré. Moi, Chris D'Elia, ça m'a fait rire. Fort, là. J'ai ri fort dans mon salon tout seul. Alors que moi, Chris D'Elia, c'est pas mon préféré. Ça dépend de ce que tu cherches dans un show d'humour aussi. Il y avait une surprise, puis il y a un côté que Colin, je ne serais pas capable de faire ce qu'il fait, je le sais. Mais je pense que je trouve ça un peu... C'est drôle que tu en parles, parce que je trouve ça un peu dommage ne plus être capable, entre guillemets, de rire comme ça. Ouais. Mais c'est juste que je pense que c'est juste que ça me fait un sentiment différent. Pour moi, une bonne idée, c'est pour moi, quand j'écoute du stand-up puis j'entends une bonne idée, c'est le même feeling que quelqu'un qui me passe la main dans les cheveux. Je fais comme oh God, que c'était bon ça. Souvent, tu es plus excité à la prémisse qu'au punch. C'est ça. On dirait que je suis juste comme ça me donne un frisson de oh mon Dieu, que c'était brillant ça. Puis c'est même pas, j'ai pas besoin de rire ou de l'exclamer. Je suis juste comme je vis le petit sentiment de bonheur que ça m'amène d'entendre quelque chose que j'ai jamais entendu, d'entendre quelque chose de drôle, d'entendre une idée originale. On dirait que c'est juste un sentiment différent. Mais il y a ça dans tout, je pense, dans tous les domaines, en cuisine, en musique, par exemple. Les musiciens, ils vont triper sur la batterie et la bass, la chose qu'on entend le moins. Alors que le public, tu as vu le solo, il a failli se déchirer le dos en se jetant de la scène. OK, mais on ne peut pas avoir la même appréciation que le public, c'est certain. Tout est important parce que vous êtes deux gros rieurs. Puis moi, Nive, t'as ouvert pour moi pendant un peu plus d'un an. Combien de temps? Ouais, presque deux. Puis moi, Nive, je l'entendais rire de la coulisse pendant mon show. ça me donnait de l'énergie pour les 12 prochaines minutes. Tu comprends? Juste d'entendre. Puis il y a un rire vraiment facile à reconnaître. Puis ça me donnait, pendant 12 minutes après ça, là, j'avais une poignée une étoile. Juste entendre Nive rire. Ouais. Mais tu sais que tu dis que j'ai un gros rire. Quand j'ai commencé après Simon, j'ai commencé à faire les premières parties de Louis-José. Et la première fois, enfin un des premiers ou deuxième week-end où j'étais là, j'ai dit, tu sais quoi, je veux voir le show. Je ne l'avais pas vu encore. Alors je me suis mis de la coulisse. Et il est sorti du show, il m'a dit, Dude, ça fait 20 ans que je n'ai pas entendu un rire venir d'ici. Il m'a dit, tu m'as déstabilisé tout le show. Et vous connaissez, je ris fort, même quand c'est drôle, je ris là. Il m'a dit après le show, la prochaine fois, je te voir le show, va avec les boys dans le board parce que c'est pas possible. C'est carré. Ouais, mais c'est cool ça. Moi, les premières fois que j'ai fait des premières parties, j'en ai pas fait beaucoup parce que quand j'ai commencé, c'était pas très courant des premières parties, mais des fois, c'était dans des contextes de festival ou de corpo. J'ai fait la première partie de Marc Dupré, j'ai fait la première partie de Jean-Michel Anctil. Jean-Michel Anctil, c'en est un rieur aussi, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'étais un petit cul, je commençais, je sais pas si j'avais déjà fait un premier one-man show encore, tu sais. Puis d'entendre Jean-Michel rire en coulisses, asti que c'est le fun. Mais sur scène, là, puis je me disais, hey, je fais rire Jean-Michel Anctil, asti, ça c'est cool. Puis
ça te donne Ben la voilà. drive là, pour le reste de ta première partie. Là. Puis je vais utiliser ça pour poser une question à Nive. Puis c'est une question que j'ai déjà posée dans ce contexte-ci, puis que je me pose moi-même souvent, puis que je pose. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Mettons, Nive, tu es au bordel, OK? Tu fais un gag qui est bon. On s'entend que c'est pas parce que ça n'a pas marché ou que ton gag n'est pas bon. Tu fais un gag, il est bon, le public rit correct, mais là, tu entends Laurent rire en arrière. C'est un différent thrill. J'ai la fierté de dire ah, putain, man, un pro, il a dit oui. Peut-être je suis nul et j'ai pas réussi à vous le livrer. Peut-être vous êtes des blaireaux, c'est possible aussi. Ouais. Mais écoute, je vais te dire, je fais beaucoup d'accents, je fais beaucoup d'imitations, je fais beaucoup de sortes d'affaires, right? Et souvent, on reçoit de la marque pour ça. Tu as le 10% qui pense que tu es Dieu et tu as le 10% qui pense que tu es une ordure. Mais moi, par exemple, je fais Ron Fournier, OK? Et on est venu me dire récemment, Asti, tu ne l'as même pas, pour qui tu te prends de toucher à Ron, Bon, moi, j'ai des messages dans ma boîte. Pour qui tu te prends de toucher à Ron? Ouais, monsieur. Hey, faut-tu être craqué, Asti, pour avoir une phrase comme ça? Hey, touche pas à Ron. Monument. Surtout que Ron, en plus, sûrement, s'il a vu ton imitation, il a dû trouver ça très drôle. C'est quasiment il m'a invité à son émission pour lui faire pendant une soirée. Et j'ai des messages récents pendant le Covid de sa blonde qui m'envoie en disant « T'inquiète, Ron l'a vu, il a dit continue. » Donc moi, quand ces gars-là, ils viennent me voir, c'est la même chose, par exemple, au bordel. Un gars qui ne marche pas, je comprends qu'il y a peut-être du travail à faire et c'est ça notre job, mais je me dis « Ouais, attends, mais le patron derrière, il a dit oui, là, allez chier, là. » Mais si le gag a l'habitude de marcher puis qu'à soir, il marche moyen, c'est correct parce que tu le sais que le gag marche déjà. Oui. Fait que si tu entends quelqu'un que tu apprécies le rire, ben, tu es content de ça parce que tu sais de toute façon que c'est un bon gag. C'est sûr, si c'est un gag qui marche jamais, puis là, tu entends un humoriste que tu aimes et rire aux éclats, tu fais ouais, il rit peut-être parce que le gag n'est pas bon. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Je me dis, moi, si je fais un gag au bordel puis ça rit mollo, puis j'entends Laurent Paquin rire en arrière, je me dis, bon, là, il est en train de rire du fait que je me plante. Oui, mais moi, j'aime pas les gens qui se plantent. Je vais rire, mettons, si je sens que le gars sur scène, il trouve ça drôle de se planter. Exact. Oui, bien sûr. Un humoriste qui fait un gag qui marche pas, mais que tu sens que l'humoriste, il n'est pas déstabilisé. Ça, c'était très important. Je vais éclater de rire. Mais quelqu'un de fragile, j'irai pas éclater de rire avec quelqu'un qui se plante. Non, ça, c'est important de mettre ça au clair. Quand moi, je dis que je ris quand ça se passe pas bien, je parle de tes chums. De mes chums, de gars, des filles que je le sais. Tu vois, moi, par exemple, j'ai ri fort les premières fois. Hurler de rire parce que personne n'est bon, c'est pas ça. Là. Moi, les premières fois que j'ai vu Bellefeuille venir tester du nouveau matos au bordel, tu vois, il a commencé à parler de ses enfants. C'était le début, là, il parlait de ses enfants. Et c'était la première fois que le monstre, là, le personnage, parlait de sa vie réelle, putain. Et lui-même, il ne savait pas se gager là, en termes d'intensité, de personnage, de sa vie et tout. Donc, les premiers 2-3 fois, là, moi, j'ai eu des rires de lui qui lève la tête, qui fait ah, et il continue, genre. On aime ça, ces moments-là. On les aime, ces moments-là. Parce qu'il y a une complicité de vétérans, là, tu sais, de genre de ben, tu sais, cool, t'inquiète, ça va aller, là, c'est correct, tu sais. Mais OK. Oui, quand tu croises le regard. Oui. Qu'est-ce que tu disais, Laurent? Non, je disais, quand tu croises le regard de l'humoriste, oui, quand tu croises le regard. Tu es en coulisses ou tu es en fond de scène, puis le show se passe mal. Puis là, les yeux de l'humoriste viennent croiser les tiens, puis il te fait. Oui. Il continue. Ça, c'est des moments magiques. Oui, c'est magique. Puis je veux juste boucler la boucle parce qu'on a commencé en parlant. En fait, tu as commencé en parlant de quand tu as commencé, puis comment la culture humoristique a changé, le paysage humoristique a changé. Ouais. Est-ce que ça l'a toujours été, ça? Ou quand tu as commencé, si tu allais au Saint-Cyboire et tu faisais un gag qui ne fonctionnait pas, est-ce que c'était ou c'est Seigneur, non, il n'est plus dans la game? Hey, bonne question, je ne le sais pas, étant donné que moi, quand je suis arrivé, les vieux faisaient. Est-ce que c'est drôle aujourd'hui, quelqu'un qui se plante, parce que justement, ça fait partie de la game de se planter, puis c'est important, puis c'est comme ça que tu trouves des bonnes idées? Je pense que ça a toujours été là, mais ça dépend avec qui. Ouais. Moi, je suis de la gang, mettons, de Perrids, Mike Ward. C'était ma cohorte à l'école de l'humour. Fait que si je faisais un show, puis Perrids faisait un gag, puis il se pétait à la gueule, je pouvais rire parce que Perrids, il n'était pas ébranlé. Je pense que ça a dû toujours être là, ça. Mais ça dépend tout le temps de la personne. Tu peux être fin avec le monde.
Puis si c'est des amis que tu as l'habitude de bitcher un peu, ça peut être drôle en crise de rire du fait que la personne s'est pété à la gueule. Oui, Si mais la personne est à l'aise, c'est comme quelqu'un qui tombe sur la rue puis qui se relève en riant, tu fais tu ris avec de sa chute. Mais s'il il saigne de la face puis qu'il y a de la misère à se relever, si t'es crampé, t'es une mauvaise personne. Mais je pense qu'il y a l'esprit de camaraderie, etc. Mais je pense qu'on a commencé de plus en plus à l'expliquer. En tout cas, moi, quand il y a des jeunes, par exemple, qui viennent me demander ouais, mais tu sais, est-ce que c'est difficile le stand-up, je leur donne toujours l'exemple du baseball. Par exemple, bah, Simon, toi, tu es un spécialiste de baseball, mais dans le sens où la marque de jouer pour frapper pour 300, c'est quand même une marque importante de t'es un bon joueur, right? Ça, c'est le début de t'es bon. Oui. OK. Ça veut dire que non, c'est pas le début, c'est bon. C'est très bon. Oh, je comprends ce que tu veux dire, oui. Ça veut dire, non, mais ça veut dire que tu es dans l'élite. Tu es un gars qui score 30 buts dans l'élite. nationale. Oui. Voilà, okay. Dans l'élite. Mais ça veut dire que statistiquement, ton rôle d'être un bon dans leur ligue, tu la frappes 1 fois sur 3, la tabarnak. Mais ça veut dire que tu la frappes pas 2 fois sur 3. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, moi, je dis ça aux jeunes. Quand tu vas roder du stock, tu vas te planter les 3, les 4, les 5 premières fois. Au début, les 15 premières fois. Et avec le métier, tu te plantes jamais, dans le sens où ça n'arrive plus des silences, Laurent. Ça t'arrive plus de lancer un gag. Il n'y a pas un son. Ça n'existe plus, rendu à ta carrière, là. Ou si ça existe, tu t'accuses le coup puis tu fais « Hey boy, OK! » Tu as l'expérience pour te relever. Exact, voilà. Exact. Alors, mais ça fait partie de notre métier. Je veux dire, au basket aussi, Michael Jordan, il a raté des tirs, là. Ouais. Non, c'est clair. Un humoriste qui frappe pour 100, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Exact, ça se peut pas. Mais on parlait tantôt de rodage. Je voulais juste boucler la boucle avec, comme tu dis, comme je disais, ton expérience. Le système de rodage a énormément changé, je pense, dans les dernières années. À mon avis, je dirais complètement changé. Complètement, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus dans des petits bars, dans des petites places essayées. Tandis que, corrige-moi si je me trompe, mais toi, quand tu as commencé, c'était plus, tu louais une salle à Saint-Bruno pendant 3 mois. Tu faisais ton show, puis après ça, boum, tu étais au Saint-Denis. Oui, il y a des gens qui louaient, qui pouvaient être, mettons, au Vieux Clocher de Magog, et qui étaient là tout l'été. C'est ça. Mettons, Michel Barrette lançait un nouveau show, il rodait au Vieux Clocher tout l'été. Mais juste au Vieux Clocher. Ça a beaucoup changé. Mais avant, tu écrivais un show, puis quand il était fini d'écrire, tu commençais à le jouer devant le monde. Là, maintenant, c'était beaucoup comme ça. Remarque, ça dépend aussi. Là, mais le premier one-man show, tu pognes tout le stock que tu faisais d'un bar. C'est sûr que là, c'est différent. Mais mettons, à partir du deuxième show, là, quand tu recommences à zéro, tu n'as plus de matériel, tu n'as rien d'écrit. Moi, j'ai rodé du stock de mon dernier show. Avant ça, c'était tous des shows que j'avais écrits au complet avant de les jouer devant du monde. Ah ouais. Ouais. Donc, c'est une autre école. Je dirais que c'était la norme. C'était l'affaire la plus courante. Puis un jour, mais ça, c'était à l'époque où tu jouais d'un bar jusqu'à temps que tu fasses des salles, puis après ça, tu ne voulais plus retourner d'un bar. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, là, tout le monde veut jouer au bordel. Ben, pas tout le monde, mais énormément de gens. Puis il y a plein de vieux de vieux de la vieille qui nous envient de faire ça. Il y en a ceux qui ne viennent pas. Des fois, ils aimeraient ça avoir le guts de le faire, puis ils ne l'ont juste pas. Puis, je pense que ça a changé énormément. Avant, c'était comme une pièce de théâtre. Tu parles de retourner dans les bars. Puis, moi, toi, tu es un exemple que je donne souvent à plusieurs personnes quand ils parlent de bien vieillir en humour, d'avoir une longue carrière. Puis moi, tu es l'exemple parfait, puis je dis pas ça parce que tu es là. C'est vraiment, j'en parle très souvent. Quand je dis Laurent Paquin, là, il pourrait juste faire des shows, faire des salles, il serait confortable, il serait bien. Puis il a décidé de venir se mettre en danger. Il a décidé de venir entre nous autres, puis oui, de passer après une fille qui fait de l'humour depuis 2 ans, mais qui a un 6 minutes qui arrache. Puis Caroline, après ça, toi, tu passes un peu dans le beurre. Puis j'étais curieux parce que j'ai parlé de toi beaucoup, mais j'en ai jamais parlé à toi de ça. Qu'est-ce que tu penses que tu as le plus appris ou tu as le plus ressorti, tu as le plus gagné en te mettant en danger comme ça à travers les générations en dessous de toi? Écoute, c'est dur à dire parce que c'est pas si tangible que ça. Tu sais, c'est mettre le doigt exactement sur ce que ça m'a donné. Tu sais, je pourrais faire juste des grandes salles.
Peut-être, oui, mais je vais être meilleur dans les grandes salles parce que j'ai travaillé dans les comedy clubs. Puis, en fait, moi, je pense que c'est surtout de consommer de l'humour. Je pense que Un bon point. avant, il y a beaucoup d'humoristes qui ne voyaient pas tant que ça les autres humoristes. Puis, j'ai entendu des humoristes dire, moi, quand j'écris mon show, je ne veux pas voir d'autres humoristes. Fait que c'est une école de pensée, mais moi, je dis au contraire, il faut que tu saches qu'est-ce qui se fait en humour. Il faut que tu baignes là-dedans. Si tu es un gars tu veux écrire, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple, mais si tu aimes la musique, tu vas écouter ce qui se fait. Tu veux être au courant de c'est quoi les tendances, les nouveaux instruments de musique, c'est quoi le son en ce moment, qu'est-ce que le monde aime. Puis l'idée, c'est pas de se dire, OK, je vais faire ce que le monde aime. Non, c'est juste qu'est-ce qui se fait actuellement, c'est quoi qui est bon aujourd'hui, puis ça va t'influencer. Tout le monde a été influencé. Les plus grands compositeurs, même les Beatles qui ont influencé tellement de monde, eux autres même, ils ont été influencés. Fait que si tu te coupes de tout autour, tu ne vois rien de ce que les autres font, je pense que tu t'enfermes dans ton propre univers sans jamais laisser rien rentrer de l'extérieur. Fait qu'à un moment donné, ton univers, t'as beau être intelligent, ton propre univers, à un moment donné, t'en fais le tour. Ouais. Fait que si tu ne vois pas ce que les autres font, puis c'est bien de voir ce que les autres font, ne serait-ce que pour savoir qu'est-ce qui a déjà été fait. Puis l'exemple que je donne souvent quand je parle de ça, c'est que mettons Tinder, moi j'avais un bon gag sur Tinder, puis là j'ai fait, je ne ferai pas un numéro sur Tinder. Parce qu'à un moment donné, j'étais au bordel, puis sur 5 invités, il y en a 3 qui avaient un bit sur Tinder. Fait que j'ai fait, OK, le Tinder en ce moment, c'est un thème peut-être un peu trop exploité. Bien, pas trop, mais en tout cas, très exploité. Fait que moi, je vais choisir de ne pas parler de ça. Fait que tu sais ce que les autres font, tu sais ce que les autres font pas, puis ça te permet de te positionner aussi par rapport aux autres, puis ça te permet d'être original. Fait que je suis persuadé que de me mettre au diapason de ce que les plus jeunes font, ça m'a permis de moi-même d'avoir l'impression d'être plus jeune. Je pense pas qu'on me voit. Je pense qu'on a pu me voir comme un vieil humoriste parce que j'animais des galas, parce que je faisais ça avec une cravate et un tuxedo, puis les madames m'aiment bien, puis j'ai un public de beaucoup de personnes âgées aiment mon travail. T'sais. Fait que j'ai le feeling que à un moment donné, j'ai pu être vu, puis peut-être encore aujourd'hui, des gens me voient comme un humoriste de vieux. Puis je me disais. Je veux juste tu te dis un humoriste de vieux? Un humoriste de vieux, oui. De vieux, OK. Ouais, je pense que le bordel m'a permis de me connecter avec la jeunesse. Et pas juste ça, avec un côté de ta personnalité qui existait, mais que tu n'amenais pas sur scène. Parce que moi, je te dis souvent, gritty, là, tu as plus de mordant, moins d'ours, là, plus poignant. Mais moi, je voulais être dans la vie, tu avais ces analyses-là dans une discussion normale, quoi. Moi, je voulais être aimé de tout le monde. Avant mon dernier show, je te dirais, là, puis c'est pas pour cracher sur le matériel que je faisais avant. Là, tu sais, il y a du stock que j'ai fait dont je suis très fier, mais je pense que j'étais quelqu'un qui voulait que tout le monde l'aime. Je voulais que tout le monde aime mon matériel. Fait que ça fait du stock, pas trop ci, pas trop ça, parce qu'il faut que je plaise à tout le monde. Fait que c'est comme, puis l'exemple, ça sonne bien négatif, mais comme de la bouffe d'hôpital, tu sais, c'est de la bouffe que tu fais pour que tout le monde puisse en manger. Il faut que tout le monde dans l'hôpital puisse manger ça. Fait que tu ne mettras pas trop de ci, pas trop d'épices, pas trop pas trop fort, pas trop amer. Il faut que ça plaise à tout le monde. Fait que forcément, ça fait de la bouffe un petit peu plus fadasse. Fait que puis je ne veux pas dire que ce que je faisais était fadasse. Là. Je ne veux pas me dénigrer non plus, mais, je pense que ça aurait pu le devenir. Ouais. Ça aurait pu le devenir. Ça aurait pu le devenir facilement. Ouais. Ben, écoute, si on peut faire une petite parenthèse psychothérapie pendant tout ça, je te dirais que ça, c'est complètement dans ta tête d'être un humoriste de vieux. Mais en même temps, c'est ça. Non, mais c'est ça qui fait en sorte que tu te renouvelles constamment, c'est que tu te remets en question, tu t'observes, tu te poses des questions. Mais en même temps, les vieux, c'est un public qui est tout à fait valable. Moi, quand je parle de ça, c'est surtout que évidemment. J'ai pas envie que mon public, que la moyenne d'âge de mon public vieillisse à la même vitesse que moi. Tu sais, mettons que la moyenne d'âge de mon public, c'est mon âge, à peu près. Fait que, mettons, j'ai 30 ans, mais là, je n'ai pas 30 ans, mais je veux dire, mettons que j'ai 30 ans, puis la moyenne d'âge de mon public a 30 ans. Là, j'arrive à 40 ans, puis la moyenne d'âge de mon public, c'est 40 ans. Là, je ne suis pas sûr, moi, parce que, en fait, ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas gagné de nouveau public.
Exact. Ce qui veut dire qu'il y a tous les plus jeunes arrivent puis ils ne se reconnaissent pas dans toi. Puis là, tu fais, ben voyons donc, c'est donc bien drôle ça. Pourquoi? Puis ça te fait te remettre en question, mais en même temps, tu peux choisir de faire ça puis d'être bien là-dedans. Tu sais, c'est correct aussi. C'est juste que moi, ça me tentait, puis j'ai souvent l'exemple de George Carlin. Tu regardes les shots dans la foule là, pendant le show de George Carlin, le gars, il a 70 ans ou 75 ans, je ne sais pas, sur scène, mais tu ne vois pas du monde de 75 ans. C'est tout. Ah non, il brasse, lui. C'est du monde qui ont le même âge que lui, mais dans sa tête, là, ils veulent du George Carlin parce qu'il est baveux, il est révolté, il est fâché, il est révolutionnaire. C'est pas un gars qui raconte sa vie de gars de 70 ans. C'est un gars qui parle de ce qui le fait chier. Fait que les gens qui se reconnaissent dans son humour, c'est pas les gens qui ont son âge, c'est les gens qui se font chier par les mêmes choses que lui. Yeah. Right. Fait que je préfère parler des choses qui me font chier puis parler des choses qui me dérangent puis plutôt que de parler de ma vie de gars de 48 ans, tu sais, mais elle n'est pas particulièrement excitante, ma vie de c'est 48 ans. Parce que l'important, c'est que sur scène, tu es fidèle avec toi-même, tu comprends? Oui, il ne faut pas se prostituer non plus. Le terme grand public, pour moi, a toujours été un peu biaisé dans le sens que ça a toujours une connotation négative. Ça devrait moi, je pense pas que tu choisis. Ça devrait pas, parce que moi, mettons... C'est correct d'être grand public. Je switch à Nive. Moi, quand je parle de Nive, le contexte dans lequel j'y parle le plus souvent, c'est... Moi, je ne connais pas une personne sur la Terre qui n'aime pas Nive. Moi, je n'en connais pas une. Tu es quelqu'un de sympathique, d'extrêmement généreux, tu es tout le temps heureux, tu es tout le temps content de voir tout le monde. Puis ça paraît dans ton humour, tu comprends? Ouais. Je pense que Nive, tu es pour moi un de ceux qui va ratisser le plus large en tant que public parce que tu as ce côté-là que, Colin, mais tu sais quoi, je pense pas. Mais ça, c'est toi, choisis. Mais je pense pas, c'est ça que j'allais dire. Je pense pas que grand public, je pense pas que c'est un choix. Absolument je pense qu'il y a certaines qualités qui font que ça se peut. Le type d'humour que tu fais, le type de générosité que tu as. Tu vois, par exemple, tu disais tout à l'heure, Laurent Seinfeld, ça t'a fait chier qu'il est parti après le spectacle. Mais ça, c'est un caractère. Il y a des gens qui sont people's person. Moi, j'ai vu des humoristes, par exemple, qui vont beaucoup plus loin que moi. Ils ont été, après le spectacle, prendre une bière. Et après la bière, on va aller passer chez le cousin. Et tu es comme, ah non, ok, tu étais beaucoup trop loin. Et il y a d'autres qui sont comme, me toucher, touche-moi pas, même. Pourquoi toucher? Donc, OK, mais je pense qu'on ne choisit pas d'être grand public. C'est comme de la musique. Tu ne choisis pas d'être une pop star. En fait, je veux juste arrêter 30 secondes. Si tu choisis, ça va paraître. Mais... Oui, mais complètement. Voilà. Et ça arrive comme un troc. Et on te voit que tu fais la pute. Parce que c'est pas... Surtout l'humour. C'est tellement à poil sur scène, c'est tellement viscéral de quoi tu parles, que dès que quand tu en rajoutes, ça c'est le travail. Mais quand tu en inventes, tu sais, au début on l'a fait, là, tu inventes une anecdote. Oh, ça va être funny. Ben non, man. Maintenant, ça ne marche pas. Donc, je pense que grand public, il y a des qualités qui permettent de faire ça. Michael Jackson, ce n'est pas un hasard. Et il n'a pas choisi. Il a fait ce qu'il avait dans le ventre et ça a donné Thriller. Et ça a attiré 50 millions de personnes. Et je ne pense pas qu'il l'a prédit. Et ceux qui peuvent essayer de le prédire, ça a fait Britney Spears, man. Je te dirais que l'humour, c'est un des domaines les moins snobs à ce niveau-là. Où c'est pas parce que tu vends beaucoup qu'on va te dire c'est pas bon. Parce que ceux qui vendent le plus, c'est Louis-José, c'est François Bellefeuille. Tu ne vas pas dire c'est grand public, donc c'est ordinaire. Tu fais non, c'est des hosties de kingpin, là, c'est du solide. Là. Alors qu'en musique, il y a plus ce snobisme-là. Péjoratif, là. Il y a des gens qui vont décrocher d'un chanteur ou d'une chanteuse le jour où ça devient grand public et commercial. Alors qu'en humour, je pense pas. Ben, ça existe, là, mais je veux dire, à moins grande échelle, j'ai l'impression. Définitivement. On nomme pas de nom. C'est bien intéressant, les gars. Juste de dire on nomme pas de nom, ça a l'air d'un commentaire éditorial. Je vais les mettre dans le bas, les noms. On les fera défiler. Ouais, c'est ça. Oh, super! Laurent parle d'avoir accepté. C'était très, 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 très intéressant. Hey, merci à toi. On a parlé crissement longtemps. Je regarde l'heure, là. Ben oui. J'ai pas de montre et mon cellulaire ne me permet pas de voir l'heure. Il est quelle heure, là? Non, inquiète-toi pas. Il est tard. Il est passé du temps. Je vais aller voir ma femme avant qu'elle m'égorge. Oui, c'est ça. T'es peut-être mieux parce qu'elle doit être en train de se dire qu'est-ce qu'il fait, là.
Ça commence à être long pour une discussion sur Jerry Seinfeld. Complètement. C'est les Illuminati. C'était de ça qu'on devait parler. Ben oui, c'est ça. Mais on en a parlé, mais ça sert. Regarde, c'est ça. On parle de ce que ça nous inspire. Les gars, je vous aime beaucoup. Hey, pareillement, mon vieux. Non, je sais pas. Un plaisir et puis à très bientôt et restez prudents, man. Yes, sir. Ciao.